Bon, alors, bon après-midi, bonjour et bonsoir à tous ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Je m'appelle Brad Barton, je suis le président de Convatec pour l'Amérique et je souhaiterais vous remercier et vous accueillir ici à notre web émission et à notre table ronde d'aujourd'hui. Le sujet et le titre de la discussion, Pourquoi prendre le risque, minimiser les impacts cliniques et économiques de l'infection des plaies. Comme le savent beaucoup d'entre vous, il s'agit de la troisième webdiffusion que nous organisons dans le cadre de notre série sur la prévalence croissante des infections des plaies à travers le monde. Nous nous concentrerons sur l'aspect clinique et économique de cette situation, sur vous et sur nous, et sur le fonctionnement de nos systèmes de santé. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, plus de 3000 participants dans plus de 20 pays différents prennent part à notre webdiffusion et que nous allons aborder les défis associés à la prévention et au traitement de l'infection des plaies. De plus, nous partagerons aussi avec vous des données nouvelles et particulièrement convaincantes sur l'efficacité de certaines technologies avancées disponibles aujourd'hui pour lutter contre ces infections et pour vous aider, là encore, à surmonter les impacts défavorables sur le plan clinique et économique dans vos établissements. Ceci dit, et sans plus tarder, je vais vous présenter notre modérateur du jour. Il s'agit du Dr. Harry Kovelman. Harry travaille chez Convatec comme directeur des affaires médicales pour l'Amérique. Et donc encore, sans perdre de temps, je passe la parole à Harry pour que nous puissions commencer. Merci Brad et bienvenue à tous. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui un groupe d'intervenants de haut niveau et j'aimerais leur souhaiter à tous la bienvenue. Ces experts nous informeront des changements importants en matière de politique de santé qui nous concernent tous et qui rendent plus primordial que jamais le besoin de minimiser la prévalence des infections de plaies. Nous découvrirons des données qui confirmeront l'importance des pansements antimicrobiens relativement aux infections de plaies et comment la technologie d'un pansement peut influencer des questions cliniques et économiques sur la santé. Enfin, nous écouterons le témoignage des personnes qui affrontent ces questions au quotidien dans certains centres orthopédiques et de traitement des brûlés qui comptent parmi les meilleurs du monde. Ils nous communiqueront leurs expériences cliniques et comment ils s'y prennent pour surmonter les défis de l'infection des plaies et dispenser des soins de la plus haute qualité à leurs patients. Suite aux présentations d'aujourd'hui, nous ouvrirons les lignes pour répondre aux questions du public et je vais maintenant vous présenter notre première intervenante. Il s'agit de Julie Scott Allen. Julie travaille en tant que directrice des relations avec le gouvernement chez Drinker, Biddle et Reith et siège au sein du groupe de pratique sur les affaires gouvernementales et réglementaires de l'entreprise. Julie travaille auprès des prestataires de soins, des systèmes hospitaliers, des fabricants d'équipements médicaux et des groupes de défense des patients pour les aider à mieux comprendre les réglementations des politiques en matière de santé et les lois qui affectent l'industrie des soins de santé. Julie est ici aujourd'hui pour nous parler des questions de politique en matière de santé qui concernent tout clinicien chargé de soigner les plaies. Je laisse donc la parole à Julie. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes ici et à toutes celles qui nous regardent à travers le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui car, quels que soient nos intérêts personnels, nous partageons tous le même objectif. Que vous soyez chirurgien, infirmière, responsable du contrôle des infections, scientifique ou encore comme moi une professionnelle non clinicienne des politiques en matière de santé, nous partageons tous le même objectif, le désir de travailler de façon proactive pour combattre les infections évitables associées aux soins de santé. Étant donné ma profession, mon intérêt pour ces infections se manifeste sous un angle différent. Je ne suis pas épidémiologiste ou prestataire de soins. Je suis basé aux États-Unis, précisément à Washington, D.C., et mon travail consiste à aider les responsables de l'élaboration des politiques à comprendre l'impact de leurs décisions sur les soins de santé et sur les programmes de santé. Ma tâche implique d'analyser les facteurs économiques qui affectent les soins de santé et d'émettre des recommandations qui pourront aider les fournisseurs de l'industrie et les patients à relever les défis tels que les infections liées aux soins. Je souhaiterais aider à amorcer la discussion d'experts aujourd'hui en expliquant brièvement pourquoi il est si important que nous collaborions, même si nos intérêts professionnels divergent, pour nous concentrer sur la question des infections liées aux soins de santé
et mettre en œuvre des solutions pour combattre ces infections. Bien que mon expérience porte sur l'analyse des politiques américaines relatives à ce type d'infection et sur les autres efforts menés aux États-Unis, j'espère pouvoir apporter des informations utiles à celles et ceux d'entre vous qui nous ont rejoints aujourd'hui des 4 coins du monde. Comme nous le savons tous, les coûts des soins de santé sont en hausse et votre responsabilité en matière de contrôle des infections ne cesse de croître et devient chaque jour plus cruciale. Il est donc important que vous compreniez comment vous pouvez influencer le changement et quelles solutions sont à votre disposition pour vous aider à réussir. Les intervenants qui m'ont suivi aujourd'hui sont ici pour vous aider à comprendre les différentes options à votre disposition. Donc, la question que certaines personnes se posent, puisqu'un grand nombre de définitions semblent se concurrencer, c'est de savoir ce que sont les infections liées aux soins de santé. Aux États-Unis, plusieurs agences fédérales ont pour responsabilité de superviser et de réagir à ces infections. Aux États-Unis, le Centre de prévention et de contrôle des maladies est responsable de la surveillance de ces infections et de fournir des ressources et des directives pour les combattre. Cette agence définit une infection liée aux soins de santé comme une infection acquise par un patient alors qu'il reçoit un traitement médical pour une autre raison. En tant que personne étrangère au corps médical, je dois dire que cette définition me paraît plutôt préoccupante. Personne ne veut imaginer pouvoir sortir d'un établissement de soins encore plus malade que lorsqu'on y est entré. Mais dans la réalité, la communauté mondiale des soins de santé en sait assez peu sur la qualité des soins et la santé des patients. Des infections évitables peuvent apparaître même dans les meilleurs établissements de santé des États-Unis ou des autres pays du monde. Bien entendu, la sensibilisation étant plus que jamais une priorité, les hôpitaux et les autres types d'établissements mettent en œuvre des procédures et des politiques visant à réduire la possibilité de voir apparaître ce type d'infection ou toute autre erreur liée aux soins. Mais si l'on nous demande vraiment de dire si les soins dispensés aux patients sont plus sûrs aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans, combien d'entre vous pourraient honnêtement répondre oui? Il existe certainement une dichotomie entre les succès de la science biomédicale et les échecs trop fréquents des soins et de la sûreté des patients. Considérez les avancées dans le traitement du VIH-Sida. Considérez le séquençage du génome humain. Nous sommes capables de faire cela, mais pouvons-nous mettre au point des interventions efficaces qui sauvent la vie des patients menacés par des infections évitables contractées pendant leur traitement? Étant donné les progrès réalisés par la médecine, ne devrions-nous pas être capables de combattre efficacement le risque que ces infections surviennent? Cette question est agressivement mise à l'ordre du jour ici aux États-Unis et le gouvernement est en train d'établir des normes et des directives et, oui, des amendes aussi pour les prestataires de soins qui manquent leurs objectifs. Au cours des présentations qui vont suivre, nous en apprendrons plus sur les diverses manières de combattre proactivement ces infections. Les infections liées aux soins de santé ne sont évidemment pas limitées aux seuls États-Unis. Le fardeau de ces infections est mondial. Toutefois, dans certains pays, il est difficile de comprendre le taux exact de ces infections au vu du manque de ressources allouées aux programmes globaux de surveillance. À travers l'Europe, le Pacifique, l'Est de la Méditerranée et l'Asie du Sud-Est, la prévalence des infections liées aux soins de santé est de 8,7% en moyenne par rapport aux autres types d'infections. Si l'on regarde les taux hors des États-Unis, les plus élevés concernent les plaies chirurgicales, les infections des voies urinaires et les infections des voies respiratoires inférieures. Et la documentation disponible indique que les taux d'infection liés aux soins de santé sont les plus élevés dans les unités de soins intensifs et les services de chirurgie aiguë et d'orthopédie des hôpitaux. Il n'est pas vraiment surprenant de voir que le taux d'infection est plus élevé parmi les patients les plus vulnérables, que ce soit les patients les plus âgés ou ceux souffrant de maladies chroniques multiples. Les statistiques de certains pays particuliers semblent plutôt alarmantes. Aux États-Unis, on estime jusqu'à 2 millions le nombre d'infections liées aux soins de santé qui surviennent chaque année, rien que dans les hôpitaux, dont 90 000 entraînent le décès du patient concerné. Les données économiques pour les États-Unis sont tout aussi stupéfiantes. Pour les hôpitaux, le coût médical direct annuel par patient pour ces seules infections s'élève à 45 milliards de dollars US. Nous voyons également le taux de ces infections augmenter au Canada, où un patient hospitalisé sur 9 contracte une infection liée aux soins, et où ce type d'infection constitue la 4e cause de décès. Selon des estimations, le coût médical direct de ces seules infections pour les hôpitaux canadiens se situe autour d'1 milliard de dollars US par an.
Les rapports indiquent que la prévalence de ce type d'infection dans les pays en développement est sensiblement plus élevée que la prévalence rapportée aux États-Unis et en Europe. Au moins 3 fois plus élevée dans les services de soins intensifs hospitaliers des autres pays qu'aux États-Unis. Plus d'un patient sur 20 ayant subi une opération chirurgicale contracte une infection du site opératoire. La propension des chirurgiens et des patients à recourir aux antibiotiques est l'une des raisons données pour expliquer ce taux d'infection élevé. Les rapports indiquent qu'un taux d'administration d'antibiotiques élevé entraîne des types d'infections bien plus résistants aux médicaments que ceux que l'on rencontre dans d'autres régions du monde. Parlons donc un moment du coût réel de ces infections. Ces infections en hôpital ont d'importantes répercussions économiques sur le système de santé qui affectent les gouvernements débourseurs, les assureurs commerciaux et les patients eux-mêmes. Ces coûts paraissent remarquables lorsque vous commencez à les analyser et à considérer le moindre élément contribuant au coût du traitement d'un seul épisode d'infection. La plupart des personnes connaissent les coûts directs du traitement des infections liées aux soins chez les patients, qui peuvent être énormes en fonction de la gravité de l'infection. Mais on ne parle pas assez des coûts indirects et intangibles, le handicap, la douleur, la souffrance subie par les patients et leurs proches. L'impact humain de ces infections n'est jamais pris en compte lors des délibérations des agents publics et des autres acheteurs. Les intervenants qui s'exprimeront après moi aujourd'hui vous aideront à mieux comprendre ce que nous pouvons faire pour aborder cet impact humain et, en fin de compte, améliorer les résultats cliniques du traitement des patients. Du prolongement du séjour en hôpital à l'invalidité de longue durée, voire même au décès, il n'est pas possible d'évaluer le coût humain de ces infections de la même manière que nous pouvons évaluer les coûts directs. Sinon, ce coût serait bien plus élevé. Ces infections ont également éveillé une intense préoccupation en matière de santé publique concernant la résistance aux antibiotiques. À cause des infections liées aux soins, les directeurs des hôpitaux peinent à garder le contrôle de certains postes budgétaires tels que les réadmissions non prévues. Nous devons trouver des solutions sans plus tarder. Cependant, au vu de tous les problèmes économiques ou autres que rencontre le système de santé américain, ainsi que les autres systèmes de santé à travers le monde, on peut se demander pourquoi en faire une priorité maintenant. Il y a plusieurs réponses à cette question. Les pays sont préoccupés par leur évolution démographique. Le vieillissement de la population, en particulier ici aux États-Unis, se traduit par une population bien plus vulnérable puisque les personnes âgées rencontrent des problèmes bien plus complexes et se trouvent donc plus exposées au risque d'infection. Les taux de maladies chroniques sont plus élevés que jamais, tandis que les personnes souffrant de maladies multiples sont plus fréquemment hospitalisées. Ces infections sont reconnues comme l'un des plus grands problèmes en matière de sécurité des patients, puisqu'elles entraînent des souffrances supplémentaires et se traduisent par un coût particulièrement élevé, aussi bien pour les patients que pour leurs familles. La sécurité des patients et l'amélioration de la qualité des soins constituent un objectif de premier plan ici aux États-Unis, et le secteur privé étudie de nouveaux modèles d'administration des soins qui pourraient permettre d'améliorer les résultats des soins de santé et de réduire les dépenses sanitaires globales. Comme je l'ai déjà mentionné, les infections liées aux soins entraînent d'immenses pertes financières. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les coûts directs seuls totalisent environ 7 milliards d'euros dans l'Union européenne et environ 6,5 milliards de dollars US aux États-Unis. Cibler ces coûts constitue une priorité à l'échelle mondiale, en particulier les coûts des infections liées à des procédures complexes et de grands volumes, telles que les opérations de la hanche ou du genou. Les blessures et les soins pour d'autres traumatismes présentent un risque d'infection bien plus élevé, les événements indésirables évitables, dont ces infections, et les réadmissions de patients en hôpital suite à une infection liée aux soins. Jusqu'à récemment, la plupart des analyses de ces infections se concentraient sur le contexte du patient en hôpital au moment où l'événement s'était réellement produit. Cependant, alors que le besoin de réduire le taux de réadmission gagne en importance, les liens entre les infections liées aux soins et les taux de réadmission élevés font l'objet d'un examen plus approfondi. Dans le contexte des discussions sur la réforme de la santé, des thèmes semblables sont abordés et des programmes semblables sont mis en place à travers le monde. Ceci concerne l'amélioration de la sécurité des patients, un examen plus poussé de la qualité des soins dispensés, un regain d'intérêt, mais sous un angle différent, pour les moyens de fournir des soins centrés sur le patient, ce qui est nécessaire pour le bien du patient, aussi bien à court qu'à long terme.
Et bien sûr, comment nous allons réaliser cela tout en réduisant les coûts des soins de santé? L'argument qui s'impose ici, c'est que la prévention permet de réaliser des économies et qu'une meilleure prestation de soins entraînera au bout du compte une réduction des dépenses. Aux États-Unis, ces priorités s'inscrivent dans le contexte d'un triple objectif présenté par le gouvernement. Ces trois objectifs suprêmes sont aussi étroitement liés. Dispenser de meilleurs soins aux patients, mieux dispenser les soins et réduire les coûts des soins de santé par habitant. Les politiques instaurées aux États-Unis, en particulier ces 6 dernières années, visent à exercer des pressions sur les hôpitaux pour qu'ils réduisent les taux d'infection liés aux soins et les maladies connexes. En 2007, le gouvernement américain a annoncé qu'il allait réduire les paiements versés aux hôpitaux dans le cadre de Medicare pour certaines infections particulières ou pour les infections considérées comme ayant été acquises par le patient lors de son séjour à l'hôpital et qui auraient pu être raisonnablement évitées. En conséquence, les hôpitaux doivent renseigner un indicateur de présence au moment de l'admission pour tous les diagnostics concernés par une demande de remboursement. Les États-Unis vont même plus loin aujourd'hui en imposant une amende aux hôpitaux en cas de contraction de certaines maladies par un patient lors de son séjour à l'hôpital. Le gouvernement a porté son attention sur les maladies qui sont fréquentes ou coûteuses, ou les deux, ou celles qui pourraient entraîner des coûts plus élevés en raison du besoin d'un diagnostic secondaire, et sur celles qui pourraient être raisonnablement évitées en suivant des directives basées sur des données tangibles. En cette année électorale, les Américains peuvent voir ou entendre un flux continu d'informations et de publicités concernant les nouvelles lois réformant le secteur de la santé, en particulier les nouvelles possibilités de prestations ou d'assurance santé. Cependant, la nouvelle loi américaine comprend également de nombreux autres programmes et politiques visant à changer le système de prestation des soins médicaux aux États-Unis et son mode de fonctionnement, en particulier vis-à-vis des questions telles que les infections liées aux soins et les réadmissions en hôpital. La nouvelle loi prévoit des amendes spécifiquement destinées aux hôpitaux présentant les taux les plus élevés d'infections liées aux soins. À partir de 2015, le quartile d'hôpitaux présentant les taux les plus élevés de ce type d'infection ou des infections caractérisées comme maladies se verra pénalisé à hauteur de 1% du paiement fédéral qui leur est versé par le programme Medicare. Cette amende sera introduite progressivement et portera dès le début sur des maladies spécifiques. Le gouvernement américain estime que cette amende pourrait se traduire par un manque à gagner d'environ 209 000 $ en moyenne pour un hôpital. Les hôpitaux seront en concurrence les uns contre les autres pour s'assurer qu'ils ne feront pas partie des 25% présentant le plus fort taux de prévalence des infections. La nouvelle loi requiert également que les statistiques relatives aux infections soient mises à disposition du public sur Internet, augmentant les exigences en matière de production de rapports sur les infections. Le but de ce système de publication de rapports est de permettre au public, c'est-à-dire aussi bien aux patients qu'aux employés, de se joindre aux efforts de réduction de ces infections en l'encourageant à se poser des questions et à solliciter des soins de santé de qualité. Aux États-Unis, l'attention portée à ces infections va continuer à croître. Elle ne faiblira pas. Le concept qui sous-tend le triple objectif que j'ai mentionné précédemment s'inscrit au cœur de chaque proposition de réforme du système de prestation des soins qui a été émise, que ce soit de regrouper les paiements hospitaliers autour d'un épisode de traitement ou encore de créer des établissements de soins centrés sur les patients. Le contrôle des infections liées aux soins est crucial à la réussite dans ces modèles de réforme de la prestation, de même que les politiques de réadmission actuellement mises en place exigeront des hôpitaux qu'ils satisfassent des normes de qualité pour ne pas se voir infliger d'amendes. Donc, les amendes pour infections liées aux soins ne représentent pas la seule menace pour les hôpitaux. Le gouvernement américain pourra décider d'étendre les pénalités imposées pour les infections liées aux soins à d'autres établissements tels que les structures d'hospitalisation à domicile, les centres de chirurgie ambulatoire et les établissements de soins infirmiers spécialisés. Le gouvernement américain est en train d'étoffer la liste d'infections liées aux soins à signaler, pour lesquelles il ne sera pas permis de recevoir des financements supplémentaires. Cette liste inclut le SARM et les contaminations nosocomiales, les complications chirurgicales, dont les infections des plaies suite à une arthroplastie totale de la hanche ou du genou, et d'autres types d'infections du site opératoire. Alors que le programme de réadmission en hôpital mis en place actuellement se focalise uniquement sur quelques maladies, à partir de 2015, le gouvernement américain s'intéressera plus globalement aux réadmissions en hôpital non prévues et ajoutera les maladies et les procédures spécifiques qui, selon lui, se traduisent par des coûts élevés et un taux élevé de réadmission. Parmi celles-ci, on peut citer les arthroplasties totales de la hanche et du genou non urgentes.
De plus, les États-Unis affinent actuellement un instrument d'enquête qu'ils utilisent déjà et qui permet de collecter des données sur l'expérience des patients en hôpital. De nouvelles questions seront ajoutées qui porteront sur l'expérience du patient en matière de gestion de la douleur, des instructions concernant l'autorisation de sortie et les autres facteurs directement associables à la possibilité d'une réadmission. Dans les années à venir, les pénalités qui seront créées puis élargies exerceront de fortes pressions sur les hôpitaux. Ceux-ci devront trouver des moyens de compenser leurs pertes financières et de mettre vigoureusement en œuvre des solutions rentables pour éviter ces pénalités. Là où les États-Unis agissent en imposant des amendes importantes aux hôpitaux, de même que des exigences de rapport obligatoires pour informer le public, d'autres pays semblent plutôt concentrer leurs efforts sur la mise en place de systèmes de surveillance et sur la définition de normes de prévention des infections liées aux soins. Les contraintes budgétaires semblent être la raison principale de cette différence d'approche. En fait, la plupart des pays ne disposent pas de système de surveillance des infections liées aux soins et ces pays peinent souvent à trouver un modèle fiable de standardisation des données. Ces défis sont d'autant plus importants dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Pourtant, nous savons que certains types d'infections liées aux soins, telles que les infections du site opératoire, constituent les principales causes d'infection dans les pays dont les ressources sont limitées. Comme exemple d'activité de surveillance, j'ai découvert que le Canada a établi un programme de surveillance en 1994 qui observe certains types d'infections liées aux soins présentes dans les établissements de santé canadiens et leur fréquence. En Colombie, les activités de surveillance des programmes de contrôle épidémiologique visent à cibler les infections liées aux soins. Du côté de la prévention, le Chili a établi de nombreuses obligations pour que les hôpitaux publics se rassemblent en comité et établissent des normes de prévention des infections liées aux soins. Les pays tels que la Colombie se sont concentrés sur la définition de directives de prévention pour les travailleurs de la santé, tandis que d'autres pays encore, tels que le Brésil, le Venezuela et le Mexique, reconnaissent dorénavant le problème des infections liées aux soins et le besoin de financement pour le combattre. Comme les États-Unis, d'autres pays ont grandement besoin de mettre en place des interventions rentables face à l'augmentation du taux d'infection lié aux soins, en ciblant des situations spécifiques telles que les infections chroniques des plaies et du site opératoire. Donc, en conclusion, aucun pays ne peut ignorer le fardeau que représentent les infections liées aux soins en termes d'impact humain comme de conséquences économiques. Aux États-Unis, un meilleur contrôle des infections liées aux soins constitue une priorité parmi les objectifs du pays concernant l'amélioration de la santé individuelle, de la prestation des soins et le contrôle des dépenses médicales qui ne cessent de croître. Quel que soit le rôle que vous jouiez dans la prestation de services de santé, il est essentiel de travailler dans l'objectif de combattre les risques liés à ces infections. Comme les membres de notre groupe d'experts vous l'apprendront, des solutions sont recommandées pour surmonter avec succès ces différents défis. Merci. J'ai le privilège de vous présenter notre prochain intervenant, Phil Bowler. Phil est le directeur de la recherche et du développement en matière de prévention des infections chez Convatec. Phil est une figure reconnue internationalement pour ses connaissances et pour ses travaux dans le domaine de la microbiologie des plaies, des infections et du contrôle des infections. Phil. Merci beaucoup, Harry. Bon après-midi à tous. Julie nous a présenté des statistiques très alarmantes et décrit les conséquences catastrophiques des infections liées aux soins à travers le monde. Dans ma présentation, je souhaiterais me concentrer sur la cause de ces infections, les bactéries résistantes aux antibiotiques, appelées également aujourd'hui organismes multirésistants ou superbactéries, qui menacent de plus en plus les hôpitaux, tout comme la vie des patients hospitalisés vulnérables aux quatre coins du globe. J'aimerais également parler des liens entre les organismes multirésistants et les plaies, la colonisation des plaies par ces organismes et les infections. Ensuite, je me pencherai sur le rôle que le pansement des plaies peut jouer pour minimiser les possibilités d'infection de ces plaies, mais aussi pour aider à réduire la propagation des organismes multirésistants à partir des plaies, et donc pour contribuer au contrôle des infections.
Alors, qu'est-ce qu'un organisme multirésistant? Le Centre de contrôle des maladies définit un organisme multirésistant comme étant un organisme résistant à une ou plusieurs classes d'agents antimicrobiens. Mais ces organismes ne sont pas seulement résistants aux antibiotiques. Ils sont problématiques dans la mesure où ils peuvent être plus virulents. Ils sont capables de se propager dans l'environnement. Et ils sont tolérants aux conditions environnementales. Quelques exemples de ce type d'organisme. Le SARM, le staphylocoque doré résistant à la méticilline, et plus récemment le SARM acquis dans la communauté. Cet organisme est capable de se propager dans l'environnement. Il est plus fréquent de le trouver dans la communauté où il est plus virulent. Il produit une toxine particulière, une toxine nécrosante associée aux infections de la peau et des tissus mous. L'acinétobactère baumannii est un autre exemple d'organisme multirésistant. Cet organisme dévaste les hôpitaux militaires de campagne. Il entraîne des infections de plaies, des infections sanguines. Il est hautement résistant et très difficile à traiter. Il y a aussi les bêta-lactamases à spectre étendu. Ces organismes sont apparus ces 20 dernières années environ et sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Les médias américains ont, il y a peu, porté leur attention sur l'un de ces organismes en particulier, Klebsiella pneumoniae, car l'Institut national du Centre de santé clinique du Maryland l'a associé aux infections chez 18 patients, dont 6 ont décédé en raison de cet organisme particulier. Ces organismes sont donc problématiques et ils menacent la vie des patients vulnérables. Si nous considérons ces organismes relativement à la question des plaies, ce tableau est tiré d'un article que nous venons de publier le mois dernier dans l'International Wound Journal et illustre une étude de la présence de ces organismes dans différents types de plaies. Donc, vous pouvez voir sur le côté gauche les différents groupes d'organismes multirésistants. Mais que nous considérions les blessures dues aux catastrophes naturelles, les blessures de guerre, les brûlures, les plaies chroniques ou les plaies chirurgicales, ces organismes sont systématiquement décelés. Et bien sûr, les antibiotiques n'ont aucune efficacité contre eux, ou très peu d'antibiotiques sont efficaces contre ces organismes. Ainsi, les considérations relatives aux agents antimicrobiens topiques et aux antiseptiques tels que l'argent et l'iode sont plus importants que jamais, en tout cas dans le domaine du traitement des plaies, pour aider à contrôler ces organismes lorsque les antibiotiques sont moins efficaces. Ainsi, en termes de contrôle des infections de plaies, les antibiotiques systémiques, tout comme les agents antimicrobiens topiques, peuvent s'avérer efficaces. Si nous considérons l'environnement de la plaie et la charge microbienne au sein de cet environnement, représentée par la zone verte sur cette diapositive, les plaies chroniques en particulier contiennent une grande diversité de micro-organismes qui proviennent de l'environnement alentour, de la peau, de la bouche, de l'intestin du patient concerné. Ainsi, les plaies rassemblent des organismes provenant de différentes sources. L'un des principaux aspects du traitement des plaies consiste à empêcher que ces organismes deviennent un problème et envahissent les tissus plus profonds qui les risqueront d'infecter. Si des signes d'infection évidents apparaissent, il est alors fréquent de recourir à des agents antimicrobiens systémiques, à des antibiotiques. Mais bien sûr, si une plaie abrite plusieurs organismes multirésistants, dans quelle mesure l'agent antimicrobien sera-t-il efficace? De plus, si la plaie est ischémique et que le flux sanguin circule mal jusqu'à la plaie, là encore, vous ne pouvez pas être sûr du degré d'efficacité d'un traitement antibiotique. Ainsi, les pansements antimicrobiens topiques peuvent jouer un rôle important en contrôlant la charge microbienne et en empêchant les micro-organismes de devenir un problème, mais aussi en assurant une protection antimicrobienne et en enfermant ces organismes au sein de l'environnement de la plaie, en particulier les organismes multirésistants, afin de les empêcher de se disséminer dans l'environnement hospitalier alentour. Donc, maintenant, au sujet du pansement des plaies et du contrôle des infections. Les pansements peuvent agir de deux manières, de manière passive ou de manière active. Par passive, je veux dire que le pansement n'a aucune action antimicrobienne, mais il est possible que des mécanismes physiques, des
caractéristiques du pansement aident à contrôler la propagation des organismes présents dans la plaie ou à contrôler l'infection. Et il y a aussi les mécanismes actifs qui impliquent la présence d'un agent antimicrobien au sein de la plaie. Donc, si nous considérons les mécanismes passifs du contrôle des infections, le premier point de cette diapositive se rapporte à une étude menée à la fin des années 1980 et publiée en 1988 concernant l'utilisation d'un pansement hydrocolloïde duoderme sur des plaies colonisées par le SARM afin de contenir la propagation de cette bactérie et aussi de supprimer le besoin d'isoler le patient et de protéger le personnel infirmier. Le second point concerne une étude sur la propagation des bactéries dans l'environnement une fois les pansements retirés. En comparant les pansements hydrocolloïdes de rétention d'humidité aux pansements de gaz, cette étude avait permis d'observer qu'un bien plus grand nombre de cellules bactériennes se dispersaient dans l'environnement après le retrait d'un pansement sec plutôt qu'après le retrait d'un pansement hydrocolloïde de rétention d'humidité. Ceci est dû au fait que le pansement hydrocolloïde permet de maintenir l'environnement humide, si bien qu'une moindre quantité de matière particulière se disperse dans l'environnement. Ainsi, même en termes de propagation des organismes, le choix du pansement peut s'avérer très important. Le troisième ici concerne des travaux publiés au début des années 1990 qui avaient révélé que le taux d'infection observé avec les pansements rétenteurs d'humidité était inférieur au taux observé avec les pansements de gaz. Là encore, grâce à la préservation de l'humidité dans l'environnement, les cellules hôtes immunes pouvaient travailler plus efficacement, ce qui nous pousse à conclure que lorsque l'humidité de l'environnement est préservée, le taux d'infection est moins élevé. Le prochain point, ici le quatrième, concerne un modèle de plaie infectée, une plaie infectée chez un animal, sur laquelle il était prouvé qu'un pansement hydrofibre, Aquacel, pouvait agir en retirant les micro-organismes de la plaie et en les immobilisant dans le pansement plus efficacement qu'un pansement d'alginate. Enfin, une autre étude clinique révélant que l'utilisation du pansement Aquacel réduisait significativement le nombre d'infections du site opératoire pour des plaies d'arthroplastie en comparaison au pansement traditionnel. Donc, aucune de ces études n'impliquait d'agents antimicrobiens. Par contre, elles mettent en lumière les propriétés physiques des pansements qui pourraient aider à contrôler les infections. Nous allons donc maintenant considérer deux types de technologies pour les pansements d'alginate et les pansements hydrofibres. Visuellement, ces pansements sont très semblables. Ils sont fibreux, non tissés et absorbants. Cependant, leur manière de traiter les exsudats est très différente. Donc, sur le côté gauche de la diapositive, nous pouvons voir un pansement d'alginate. Lorsqu'il absorbe les exsudats, il se produit un échange d'ions de calcium et de sodium entre le pansement et l'exsudat de la plaie, ce qui entraîne la production d'un gel très léger à la périphérie de la fibre d'alginate. Toutefois, les fluides et les bactéries comprises dans les fluides peuvent toujours traverser le pansement. Avec un pansement hydrofibre comme Aquacel et Aquacel AG, les fluides sont en fait absorbés jusqu'au cœur des fibres, si bien que ces fibres enflent. Alors qu'elles absorbent les exsudats du pansement, les fibres prennent du volume au point de se comprimer mutuellement, formant ainsi un gel très cohésif qui bloque le fluide à l'intérieur du pansement et qui, par la même occasion, immobilise les bactéries. Et l'on peut voir en bas à gauche de cette diapositive la micrographie électronique à balayage montrant le pansement Aquacel gélifié et vous pouvez voir les cellules bactériennes. Il s'agit de cellules d'Escherichia coli. Elles sont encapsulées par le gel cohésif qui s'est formé. Donc, passons maintenant au sujet suivant, les formes actives du contrôle des infections. Les antiseptiques topiques d'aujourd'hui, tels que l'argent, l'iode ou le PHMB, sont couramment utilisés pour contrôler la charge microbienne lors du traitement des plaies. Quels sont les avantages de ces agents antiseptiques par rapport aux antibiotiques? Avant tout, ils se caractérisent par un très large spectre d'activité, alors que les antibiotiques ont généralement un spectre d'activité très étroit. Et ils sont aussi beaucoup moins susceptibles de stimuler la résistance des bactéries. Mais ce qui est très important, c'est la relation entre le composant antimicrobien et la technologie du pansement.
Donc, même si ces agents peuvent s'avérer très efficaces pour tuer les bactéries, une fois qu'ils sont intégrés à la technologie du pansement, cette technologie devra fonctionner de manière à ce que le composant antimicrobien puisse effectivement agir et tuer les bactéries dans l'environnement de la plaie. Et maintenant, pour avancer, j'aimerais parler un moment des données tangibles, des résultats axés sur les patients. Un article très intéressant de Van Ryswyk et Gray a été publié il y a environ 1 an dans la revue Ostomy Wound Management, dans lequel il proposait un cadre de catégorisation des preuves. Dans cet article, il suggérait que les cliniciens devraient commencer par poser 3 questions pour chaque nouvelle intervention afin de déterminer le degré d'efficacité potentiel de l'intervention en matière d'amélioration de l'état du patient. Ces 3 questions étaient les suivantes. Cela peut-il fonctionner? Cela fonctionne-t-il? Et cela en vaut-il la peine? La question « Cela peut-il fonctionner » se rapporte aux données scientifiques, aux données produites en laboratoire, les données précliniques des études sur animaux, visant à démontrer que l'intervention, le dispositif médical ou le pansement peut fonctionner. La question « Cela fonctionne-t-il » implique l'environnement clinique, c'est-à-dire de tester le pansement en conditions réelles dans un contexte clinique. Quelle est l'efficacité de ce pansement dans le contexte clinique? Et ensuite, selon une perspective clinique, cela en vaut-il la peine? C'est-à-dire, est-ce que les avantages apportés par ce pansement l'emportent sur les coûts impliqués ou les implications en matière de sécurité? Donc, en prenant ce cadre comme référence, nous avons étudié le pansement Aquacel AG et les données qui, à ce jour, ont été produites sur Aquacel AG. Et nous pouvons voir les 3 critères ici. Cela peut-il fonctionner? Cela fonctionne-t-il? Cela en vaut-il la peine? Nous pouvons voir que de nombreuses données aujourd'hui, qu'elles soient scientifiques ou cliniques, confirment les avantages d'Aquacel AG et soutiennent son utilisation. Nous allons donc commencer par aborder les données scientifiques en nous basant sur les travaux que nous avons menés chez Convatec au cours des 2 dernières années pour essayer de développer des modèles simples qui démontrent très efficacement comment les pansements seront utilisés en pratique dans le contexte clinique. Le modèle que vous voyez sur cette diapositive représente ce que nous appelons un modèle de simulation de plaies peu profondes. Alors, en haut de cette diapositive, vous pouvez voir la coupe transversale d'une plaque de gélose. Nous avions en fait préparé une plaque de gélose, puis nous avions placé des morceaux de gaz stériles sur la gélose. Ensuite, nous avons versé une seconde couche de gélose sur la première couche, et une fois que cette seconde couche s'est solidifiée, nous avons retiré la gaz stérile, si bien qu'il ne restait plus que son empreinte dans la gélose. C'est notre méthode standard de simulation des plaies peu profondes. Ensuite, nous pouvons remplir cette plaie peu profonde simulée avec une suspension bactérienne, dans ce cas le SARM. Puis, une fois que nous l'avons inoculée, nous pouvons poser un pansement, comme ce serait le cas en milieu clinique. Un pansement entier, normalement de 25 cm sur 25 ou de 10 cm sur 10, en couvrant toute la zone de la plaie peu profonde, mais aussi en l'apposant sur la gélose apparente alentour. Ensuite, les plaques sont incubées pendant 48 heures, après quoi nous étudions les effets du pansement sur les bactéries qu'ils recouvrent. Et ici, vous pouvez voir 3 pansements différents, contenant tous de l'argent, et les effets de ces pansements sur les bactéries inoculées en dessous. Sur le côté gauche, nous pouvons voir le pansement Aquacel AG. Il reste environ 3 colonies de staphylocoque doré, donc le pansement a joué très efficacement son rôle en éradiquant la population assez dense qui avait été inoculée au niveau de cette plaie peu profonde. Sur le côté droit, représentant un pansement à l'argent en mousse, Alevin AG adhésif, nous observons une croissance considérable de SARM dans cette simulation de plaie peu profonde. Nous constatons également que les bactéries se sont propagées sur la gélose apparente à proximité. Enfin, en bas de la partie centrale, nous voyons un autre pansement en mousse à base d'argent, Mepilex AG, et là aussi, nous observons une croissance considérable de staphylocoque doré dans la zone inoculée.
Et là encore, le pansement a permis à l'inoculat de se propager sur la gélose alentour. Et nous observons une croissance de bactéries sur la surface du pansement en contact avec la plaie. Donc la partie jaune ici est en fait la présence de staphylocoques dorés à la surface du pansement en contact avec la plaie. Ainsi, même si tous ces pansements contiennent de l'argent, ils n'agissent pas tous de la même manière. Si l'on observe de nouveau l'exemple du pansement Mepilex AG, qui a eu un contact direct avec la plaque de gélose, il apparaît clairement que le pansement ne fonctionne pas. Cela nous a poussé à approfondir nos travaux, principalement en supprimant la simulation de plaies peu profondes, pour nous pencher uniquement sur les effets du contact direct du pansement avec les bactéries inoculées sur la plaque de gélose. C'est ce que nous appelons un modèle de simulation de plaie colonisée. Ce modèle est légèrement différent de l'autre. Il ne s'agit pas de la simulation d'une plaie peu profonde. Donc, vous pouvez voir ici la ligne pointillée qui traverse la plaque. En dessous de cette ligne se trouve une couche stérile de gélose. Nous versons ensuite une nouvelle couche de gélose par-dessus, dans laquelle nous avons précédemment inoculé des bactéries lorsqu'elle était encore à l'état liquide. Elle a été ensemencée de bactéries afin que celles-ci soient véritablement incrustées dans la gélose. Ainsi, si nous laissons ensuite cette deuxième couche de gélose se solidifier, puis que nous laissons incuber la plaque pendant 48 heures, il en ressortira essentiellement ce que vous pouvez voir ci-dessous. Voilà, il s'agit d'une couche d'E. coli multirésistante, et comme vous pouvez le voir, lorsque vous regardez de plus près, les colonies d'E. coli se développent véritablement dans la couche de gélose ensemencée. Donc, si l'on part de cette expérience et que l'on applique un pansement sur une couche de gélose ensemencée avant que les bactéries aient eu la chance de se développer, nous pouvons observer le degré d'efficacité du pansement, ici des pansements à base d'argent, sur les bactéries présentes dans cette couche ensemencée de 2 mm. Penchons-nous maintenant sur les résultats, dont nous avons ici 4 exemples. En haut à gauche, nous voyons les résultats du pansement Aquacel AG. La zone qui traverse la partie supérieure représente le pansement. Nous représentons une section transversale du pansement et de la gélose en dessous. Nous voyons la zone qui a été inoculée avec la bactérie E. coli multirésistante et nous constatons qu'il n'y a aucune colonie observable dans cette gélose. Par contre, en haut à droite, où le pansement Mepilex AG a été utilisé, vous pouvez constater que des colonies d'E. coli prolifèrent directement sous le pansement. Nous constatons la même chose avec le pansement d'alginate à base d'argent. En bas à gauche, avec Silvercell, un pansement non adhérent, nous constatons une croissance plutôt importante d'E. coli. Nous avons aussi observé un autre type de pansement antimicrobien, le pansement en mousse Kendall AMD, un pansement à base de PHMB, et là encore, vous pouvez constater que les bactéries se sont développées directement sous le pansement. Donc, ici encore, tous ces pansements contiennent un agent antimicrobien. Cependant, si la relation entre la technologie du pansement et le composant antimicrobien n'est pas optimale, le pansement n'agira pas efficacement pour éradiquer les organismes, quelle que soit la quantité d'agents antimicrobiens qu'ils contiennent. Ces résultats nous ont incité à approfondir encore nos travaux afin de voir si les composants internes du pansement, des pansements qui n'ont pas fonctionné, pouvaient effectivement fonctionner si nous divisions le pansement en deux. Nous avons donc mené cette étude avec Aquacel AG et avec Mepilex AG en utilisant le même modèle que précédemment, le modèle de simulation d'une surface de plaie colonisée. Et donc, nous avons ici le pansement Aquacel AG sur la gauche et le pansement Mepilex AG sur la droite. Nous avons procédé ainsi. Nous avons ensemencé les plaques de gélose avec le SARM, puis, avant que la bactérie n'ait eu le temps de croître, nous avons posé un morceau d'Aquacel AG sur le côté gauche de la photo de gauche, sur une face, puis l'autre face, et nous avons utilisé le bord du pansement aussi, indifféremment de l'orientation de ce dernier, et nous observons une éradication complète du SARM directement en dessous du pansement. Nous avons mené une étude semblable avec Mepilex AG. Et du côté gauche de la plaque présentée ici, nous voyons la surface du pansement qui recouvre généralement la plaie en contact ici avec la plaque de gélose. Vous pouvez observer une croissance du SARM directement en dessous du pansement. Du côté droit de cette photo, nous voyons la face supérieure du Mepilex AG et nous y observons une certaine activité microbienne.
La surface supérieure du pansement fonctionnait plus efficacement que la surface de contact avec la plaie. Mais si nous coupons le pansement en deux, que nous plaçons le bord du pansement afin d'exposer les composants de celui-ci à la gélose ensemencée, alors le pansement fonctionne. Cela indique donc la présence de l'argent, bien entendu. Il tue les bactéries si vous exposez les composants du pansement. Mais lorsque le pansement est utilisé en milieu clinique, sa capacité à éradiquer les bactéries directement en dessous est limitée. Ici, nous voyons un autre exemple de pansement retiré, une fois encore, d'une plaque de gélose, en utilisant toujours le modèle de surface de plaie colonisée. Dans ce cas, nous avons utilisé une forme multirésistante de Pseudomonas aeruginosa. En fait, le Pseudomonas produit de la pyocyanine de couleur verte alors qu'il se propage. Les pansements que vous voyez ont été retirés au bout de 48 heures. Du côté gauche, c'est le pansement Aquacel AG qui a été retiré, et nous n'observons aucune croissance de Pseudomonas. Tandis que là où le pansement AMD a été retiré, le pansement Mepilex AG, nous pouvons observer une propagation considérable du pigment de Pseudomonas à la surface même du pansement, en contact avec la plaie. Donc là encore, ces pansements contiennent des agents antimicrobiens qui devraient être efficaces, mais il est possible que la technologie du pansement ne permette pas à ces agents d'agir efficacement. Retournons donc aux données produites. Pour l'instant, nous avons traité la question de l'efficacité. Cela peut-il fonctionner? Les preuves scientifiques révèlent que les pansements ne fonctionnent pas de la même manière, bien que certains d'entre eux contiennent un agent antimicrobien. Passons donc maintenant aux aspects cliniques. Cela fonctionne-t-il? Est-ce efficace et cela en vaut-il la peine? Je souhaiterais conclure en parlant de deux études menées sur Aquacel AG. La première, conduite par Coates et Sibbald et publiée en 2005, concerne une étude de plaies qui ne guérissent pas sur 30 patients. Une variété de plaies, ulcères du pied diabétique, ulcères variqueux ou encore plaies de pression. Cette étude a révélé qu'au bout de 4 semaines, 70% des plaies avaient réduit. Dans la majorité des cas, les tissus nécrosés mous en surface avaient disparu, tout comme la macération en périphérie de la plaie, qui sont deux indicateurs de la progression de la plaie. Donc, la progression plus rapide de la guérison de la plaie est probablement liée à une réduction du coût des soins de santé. Enfin, la deuxième étude portait sur les plaies du pied diabétique, sur les ulcères non ischémiques du pied diabétique, publiée par Jude et al. En 2007. Dans cette étude, Aquacel AG était comparé à un pansement d'alginate de calcium, un pansement d'alginate de calcium sans argent. Nous pouvons voir sur le graphique de gauche ici que sur une période de 8 semaines, Aquacel a été associé à une réduction de près de 63% de la profondeur des plaies, tandis que cette réduction était de 33% environ avec le pansement d'alginate. Dans cette étude particulière, un sous-ensemble de patients souffraient de plaies infectées pour lesquelles ils ont été traités avec un antibiotique. Relativement à la profondeur de la plaie, une grande différence statistique est apparue entre l'utilisation des antibiotiques en combinaison avec Aquacel AG et leur utilisation avec le pansement d'alginate. Les auteurs de cette étude ont donc suggéré qu'il existait une synergie entre ce pansement et l'utilisation d'antibiotiques. Donc, le principal message à retenir de cette présentation, c'est que les agents antimicrobiens topiques sont importants, en particulier au vu de la résistance antimicrobienne que l'on observe de plus en plus fréquemment dans les hôpitaux à travers le monde. Les antibiotiques sont moins efficaces. Ainsi, dans les plaies colonisées par ces organismes, l'utilisation d'antiseptiques adaptés joue un rôle de plus en plus important. Toutefois, bien que ces agents soient efficaces, leur combinaison avec la technologie du pansement n'en est pas moins importante. Et comme je l'ai démontré dans ma présentation, dans certaines de ces combinaisons, le pansement ne fonctionne pas. Le pansement Aquacel AG est très efficace. L'argent qu'il contient agit facilement, il tue un grand spectre d'organismes, dont les organismes multirésistants dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'avoir accordé votre attention.
Merci, Phil. Notre prochain intervenant, Stan Monstray, nous vient de l'hôpital universitaire de Gand, en Belgique. Le professeur Monstray est le président du département de la chirurgie plastique, reconstructive et esthétique du Centre de Brûlé et de l'unité de guérison des plaies et d'ingénierie tissulaire. Le professeur Monstray a gagné de nombreux prix en reconnaissance de ses travaux et il se joint à nous aujourd'hui pour partager sa grande expérience de la recherche et du traitement des brûlures et de la guérison des plaies. À vous, Dr. Monstray. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ma présentation aujourd'hui a pour sujet le traitement non chirurgical des brûlures et plus particulièrement, comme vous pouvez le voir dans le titre, les stratégies visant à minimiser les infections. Je commencerai d'abord par quelques informations générales. Ces 15 dernières années ont vu une évolution. Au lieu de nous concentrer sur la seule survie après une brûlure sévère, nous avons commencé à considérer la qualité de la survie après une brûlure sévère, une qualité bien souvent associée à la qualité de la cicatrisation. La cicatrisation d'une brûlure dépend de nombreux facteurs, mais le troisième de ces facteurs, le traitement local de la plaie, est particulièrement important. La plupart d'entre vous connaissent sûrement les principes modernes du traitement des plaies, qui sont le débridement, la préservation tissulaire, la prévention des infections, l'application d'un pansement humide et un temps d'épithélialisation ou de guérison suffisant. Pour les brûlés, plus particulièrement, ces principes incluent le nettoyage des blessures, leur désinfection et l'application d'un pansement adapté. En fait, la raison pour laquelle nous disposons de centres sophistiqués de traitement des brûlures, vous pouvez voir ici en avant-première quelques photos de notre nouveau centre des brûlés à Gand, c'est la prévention de l'infection. Quels objectifs souhaitons-nous réaliser? Nous souhaitons réaliser une guérison comme celle que vous pouvez voir sur ce patient, une brûlure du second degré qui a guéri au bout de 14 jours, puis 8 mois plus tard, aucune cicatrice n'était visible. Que souhaitons-nous éviter? Ici, vous pouvez voir un patient avec une brûlure superficielle au visage, illustrée par imagerie laser Doppler. L'infection s'est produite au cours d'une semaine, partant probablement de la région orale, ce qui a entraîné un retard de la guérison. Il a fallu plus de 3 ou 4 semaines, et nous connaissons tous les résultats des brûlures qui mettent longtemps à guérir. Et particulièrement aujourd'hui, alors que les coûts des soins de santé sont en pleine explosion, également en Europe où la situation est semblable à la nôtre pour toutes les parties concernées, patients, compagnies d'assurance, système national de santé, nous devrions éviter les coûts supplémentaires liés à la correction des cicatrices après le traitement des infections. Alors, quelle stratégie avons-nous utilisée pour éviter l'infection des brûlures? Le principal agent que nous avons utilisé était la sulfadiazine d'argent, un agent contenant lui aussi de l'argent et qui est disponible sur le marché depuis plus de 40, voire 50 ans, il me semble. Et la plupart d'entre vous doivent connaître les multiples avantages de la sulfadiazine d'argent. Par contre, vous connaissez peut-être moins bien ses multiples désavantages. Il s'agit d'un pansement pas très commode. À cause de sa couche collante sur la surface de la plaie, il rend très difficile l'évaluation de cette dernière. Il y a eu de nombreux signalements de mort du follicule pileux, de retard de la guérison de la plaie et même des problèmes cutanés après la fermeture de la plaie. L'un des principaux désavantages provient du besoin de changer le pansement quotidiennement. Donc, peut-être à cause de ces désavantages, plusieurs personnes ont commencé à défendre l'idée qu'il serait préférable de s'occuper un peu moins des plaies, de ne pas s'en remettre autant aux antiseptiques et d'utiliser plus de pansements, des pansements rétenteurs d'humidité ou des pansements semi-occlusifs qui peuvent rester en place pendant plus longtemps. Et ainsi, au cours des 10 dernières années ou plus, nous avons vu apparaître un grand nombre de nouveaux pansements sur le marché, ce que nous appelons les pansements haute technologie, et l'un d'entre eux a déjà été cité par Phil, Aquacel sans argent.
Et notre centre, en collaboration avec un autre centre aux Pays-Bas, a participé à quelques recherches préliminaires. Et en fait, nous avons été très satisfaits de l'utilisation d'Aquacel pour le traitement des brûlures du deuxième degré. Je dois toutefois avouer que chez certains patients, en particulier ceux dont les brûlures étaient un peu plus étendues et un peu plus profondes, nous avons observé une conversion des brûlures superficielles en brûlures profondes, comme dans le cas de ce patient sur lequel nous avons finalement dû faire une greffe de peau. Donc, selon nous, quel est le pansement idéal pour les brûlures? C'est un pansement qui peut rester en place pendant une période prolongée, avec un effet antibactérien à libération prolongée, et les meilleurs produits sur le marché sont bien entendu ceux qui contiennent de l'argent, dont vous pouvez voir deux exemples ici. Laissez-moi vous décrire ces deux exemples. Nous avons été satisfaits par Aquacel, nous avons été encore plus satisfaits par Aquacel à base d'argent. Ici, vous voyez un jeune enfant avec une brûlure du second degré au niveau de la cuisse. L'imagerie LDI a révélé qu'il s'agissait d'une brûlure superficielle. Nous avons appliqué une couche d'Aquacel AG et sur la diapositive de droite, vous pouvez voir un détail assez précis de cette application. Le pansement se rétrécit légèrement par la suite, si bien que vous devriez toujours appliquer une couche de pansement qui dépasse de 5 cm la région brûlée. Ici, nous voyons la situation au bout d'une semaine. Ici, après 2 semaines, le pansement se retire facilement. Et ici, vous pouvez voir le résultat que nous souhaitons obtenir au bout de 7 mois, pas de cicatrice du tout. Ici, un autre exemple sur un jeune enfant, en particulier les enfants sur lesquels vous n'appliquez qu'un seul pansement. Bien sûr, c'est ce que nous voulons. Parfois, le pansement est un peu plus difficile à retirer et il faut appliquer un peu de vaseline pour pouvoir l'enlever très facilement, comme vous le constatez ici. Et ici, vous pouvez voir le patient 14 jours après la brûlure. Nous avons été très satisfaits de la dernière innovation d'Aquacel AG, le pansement pour brûlure, qui peut être appliqué sur des régions plus flexibles ou plus mobiles, comme les mains. Et comme vous pouvez le constater, même après 10 jours, lorsque tout a séché, la flexibilité est plus grande. Les deux mains sont plus mobiles. Donc, selon nous, quels sont les avantages d'Aquacel AG? Aucun changement douloureux de pansement, une cicatrisation en milieu humide, sa bonne adhérence, son activité antibactérienne, aucune inflammation chronique et un traitement qui nous a paru rentable. Nous avons aussi utilisé Aquacel AG pour panser les sites donneurs, qui sont parfois très proches de la région réceptrice de la greffe de peau, et ce pansement peut s'avérer extrêmement utile sur les régions difficiles, telles que les sites donneurs du cuir chevelu. Vous voyez ici un patient qui avait été orienté vers notre centre suite à une infection de son site donneur. Nous avons obtenu de bons résultats en le traitant avec Aquacel AG. Sur les plaies très infectées, nous avons même combiné un traitement topique par pression négative avec Aquacel AG. Et ici, vous pouvez voir un patient avant et après ce traitement. Donc, nous sommes plutôt satisfaits des résultats. Nous avons eu l'impression, pour reprendre les mots de Phil, que ce traitement pouvait fonctionner, ce qui ne voulait pas dire pour autant que les données étaient suffisantes pour prouver qu'il fonctionnait et qu'il en valait la peine. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mener une étude prospective, monocentrique, contrôlée et randomisée sur 100 patients. Quel était le but de cette étude? Il s'agissait de comparer l'efficacité d'un pansement à nanocristaux d'argent Acticoat et celle d'un pansement hydrofibre à l'argent Aquacel AG pour le traitement des brûlures superficielles intermédiaires du second degré. Laissez-moi d'abord vous donner quelques informations supplémentaires sur le matériel et les méthodes utilisées. Sur un groupe de 350 patients, nous en avons sélectionné 100 qui remplissaient tous les critères d'inclusion et, au cours du premier jour, des 2 premiers jours, nous les avons simplement traités avec une pâte hydrocolloïde quelconque et une gaze paraffinée. Pourquoi avons-nous procédé ainsi?
Parce que les brûlures du second degré, constituent un groupe très mal défini et que la littérature a prouvé que les évaluations cliniques ne sont correctes que dans 60 à 70% des cas. Donc, si nous souhaitions que notre étude puisse comparer ce qui est comparable, nous devions être absolument sûrs de la profondeur des plaies. C'est pourquoi, au bout de 2 jours, nous avons prélevé des mesures à l'aide de l'imagerie Doppler qui a démontré une exactitude supérieure à 95% pour mesurer la profondeur des plaies ou leur potentiel de guérison. Alors, laissez-moi vous montrer ce que nous avons fait avec Aquacel et avec les 50 patients traités avec Aquacel AG. Nous en avons appliqué une couche, puis nous avons aussi appliqué un pansement de gaz sèche et stérile par-dessus. Nous avons inspecté ce pansement tous les 3 jours et nous avons laissé Aquacel AG en place jusqu'à la guérison complète de la plaie. Laissez-moi vous donner un exemple. Un patient avec une brûlure au 2e degré sur le thorax et 2 zones bleues sur les épaules, les 2 zones ayant subi une greffe de peau et le reste ayant été couvert, comme vous le voyez ici. Le reste a été couvert avec Aquacel AG. Les valeurs du potentiel de guérison, après plus de 7 jours et moins de 21, se situaient entre 200 et 600. Vous pouvez voir ici l'application d'Aquacel. Une greffe a été effectuée sur la brûlure au second degré. Ici, vous voyez la méthode de traitement des 50 patients avec Acticoat. Nous avons appliqué un pansement Acticoat humecté et une gaz sèche et stérile par-dessus. Selon les recommandations du fabricant, nous avons humecté l'Acticoat avec de l'eau stérile 2 fois par jour et changé le pansement tous les 3 jours jusqu'à guérison complète. Ici, vous voyez l'application d'Acticoat sur un jeune enfant avec une brûlure sur le bras droit. Ici, la 2e inspection du pansement après 6 jours. Une autre inspection de pansement 6 jours plus tard. Ici, un changement de pansement Acticoat sur ce même patient. Qu'avons-nous évalué au cours de ces changements de pansement? Bien sûr, nous avons enregistré la photographie numérique, le dossier de rapport sur les coûts, la microbiologie, les prélèvements sur plaie et l'expérience du personnel infirmier, mais aussi l'expérience du patient. Et bien sûr, et c'est peut-être la chose la plus importante, nous avons évalué le niveau de guérison de la plaie et même répondu à quelques questionnaires européens supplémentaires. Ici, vous pouvez voir l'application de vaseline et une guérison totale après 2 semaines. 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois après la guérison, nous avons évalué la cicatrisation par photographie digitale et aussi selon l'échelle de Vancouver, mesuré les couleurs avec le dermaspectromètre, mesuré l'élasticité de la peau avec un dermalab et aussi noté la qualité de vie liée à la santé spécifique pour les patients atteints de telles brûlures. Ici, vous pouvez voir le dermalab concernant l'élasticité de la peau, tandis que l'érythème et la pigmentation de la peau ont été mesurés avec le dermaspectromètre. Alors, quels résultats avons-nous obtenus? Nous avons cherché à garantir la cohérence des groupes de patients en relation aux variables et aux données collectées, qui concernaient bien entendu la bactériologie de la guérison des plaies, l'expérience du personnel infirmier, l'expérience des patients, les aspects économiques et la qualité de la cicatrisation. Sur le côté droit, vous pouvez voir les 2 images du site Internet que nous avions créé spécifiquement pour saisir les données sur une base hebdomadaire. Cohérence des groupes de patients. Là encore, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, vous avez besoin de 2 groupes équivalents. Et nous étions heureux de constater qu'il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes en matière de sexe, d'âge, de surface corporelle totale des brûlures, de surface corporelle totale de la plaie ciblée et, bien sûr, des valeurs moyennes de flux. Nous avions donc 2 groupes équivalents, également vis-à-vis des causes des brûlures, qui étaient quasiment identiques, comme vous le voyez dans les 2 groupes, et aussi vis-à-vis des régions corporelles traitées dans les 2 groupes.
Autre aspect important, les statistiques de guérison des plaies. Nous avons bien sûr observé le temps de guérison, aussi un signe d'infection, le nombre et aussi les signes d'infection, le degré d'infection. Et vous pouvez voir qu'il y avait 4 degrés, aucun, léger, modéré et sévère. Et bien sûr, toujours en rapport aux statistiques, nous avons étudié la qualité de la cicatrisation au bout d'un an. Aucune différence n'est apparue entre les deux pansements relativement au temps de guérison, au nombre de signes d'infection et aux signes d'infection eux-mêmes. Quant aux caractéristiques de la cicatrisation au fil du temps, vous pouvez déjà constater ici, dans cet exemple, qu'il n'existe aucune différence entre les deux mains du côté gauche et les deux mains du côté droit. Et en effet, si l'on considère les paramètres objectifs, dermaspectromètre, érythème, pigmentation, échelle de Vancouver, élasticité de la peau, aucune différence n'apparaît entre les deux groupes. Prochain aspect, l'expérience du personnel infirmier utilisant un pansement à l'argent. Pour chaque pansement, nous avons mesuré la facilité d'emploi, la facilité d'application du pansement et, à la fin de l'expérience, la facilité de retrait du pansement, évaluée sur une échelle de Likert à 5 degrés, allant de très facile à très difficile. Vous pouvez voir ici Aquacel du côté gauche et Acticoat du côté droit. Souvent, nous avons procédé en insérant certains cathéters. Ainsi, nous pouvions humecter l'Acticoat sans retirer le pansement secondaire. Ici, nous pouvons constater une grande différence quant à l'expérience du personnel avec Aquacel AG du point de vue de la facilité d'utilisation et d'application. Il n'y a aucune différence concernant la facilité moyenne de retrait du pansement. Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons noté ou évalué de manière assez exhaustive l'expérience du patient avec le pansement à base d'argent, ce qui constitue, bien entendu, une question importante. Nous avons pris en compte la douleur initiale, la douleur au moment du premier pansement, la douleur lors du pansement en place, le score de douleur le plus intense, les démangeaisons, le degré de confort moyen du pansement et la coloration à l'argent. Les résultats étaient là encore sensiblement différents entre les deux groupes et là encore, tous en faveur d'Aquacel AG. Il n'y avait aucune différence concernant la douleur initiale, mais la douleur lors de l'application du premier pansement était plus faible avec Aquacel AG. Il en va de même pour la douleur lors de l'inspection du pansement, bien entendu. Le score d'intensité de la douleur, le degré de confort du pansement était plus élevé avec Aquacel AG. Les démangeaisons étaient exactement identiques, tandis que la coloration à l'argent était aussi plus prononcée parmi le groupe Acticoat. Dernier aspect, les statistiques économiques. Nombre de pansements utilisés, nombre d'interventions pour panser la plaie, temps total consacré au pansement, temps moyen d'application du pansement. Là encore, on observe d'importantes différences en faveur d'Aquacel AG relativement au nombre de pansements, à la quantité de pansements utilisés par centimètre carré, au nombre de pansements et au temps total. Le temps moyen d'une intervention pour panser la plaie était identique dans les deux groupes. Et cela nous amène à mes conclusions. Tout d'abord, l'imagerie laser Doppler est un outil des plus utiles pour sélectionner les patients pour des recherches comparatives sur les brûlures. Ensuite, bien que les paramètres de guérison des plaies, le temps de guérison et le contrôle bactérien étaient équivalents avec les deux pansements, Aquacel AG a obtenu un bien meilleur score parce qu'il nécessitait beaucoup moins de quantité de pansements, utilisait moins de temps du personnel, se traduisait par de meilleurs résultats et une meilleure qualité de vie pour les patients et nécessitait un moins grand nombre de pansements. Donc, pour revenir à la question de Phil, cela fonctionne-t-il? Oui, cela fonctionne et oui, cela en vaut la peine. Merci de votre attention. Merci. Notre dernier intervenant est le Dr Joseph Karam. Le Dr Karam est stagiaire postdoctoral dans le domaine de la chirurgie reconstructrice chez l'adulte à l'Institut Rothman de l'Université Thomas Jefferson de Philadelphie, en Pennsylvanie. Les travaux de recherche actuels du Dr Karam portent sur la prévention, le diagnostic et le traitement
des infections dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Le Dr Karam nous présentera les résultats de plusieurs nouvelles études intéressantes, dont celle menée à l'Institut Rothman. Dr Karam. Merci Harry, et merci à Convatec de m'avoir invité à un événement d'une telle importance. Alors, après avoir abordé les particularités de l'infection des brûlures avec le professeur Monstray, je vais aborder les infections profondes du site opératoire lors des arthroplasties totales que nous appelons infections articulaires périprothétiques. Mais d'abord, je commencerai mon intervention avec quelques faits épidémiologiques et statistiques que nous observons actuellement. Le premier concerne l'espérance de vie. Nous vivons définitivement bien plus longtemps aujourd'hui, et ces données du CDC montrent que l'espérance de vie est de 78 ans en moyenne actuellement, alors qu'elle était de 47 ans dans les années 1900. Ainsi, en à peine un peu plus d'un siècle, l'espérance de vie a quasiment doublé. Et lorsque nous regardons la proportion de la population âgée de plus de 65 ans, bien sûr, celle-ci varie d'un État à l'autre, mais elle est en augmentation constante, si bien qu'en 2020, plus d'un quart de la population devrait avoir plus de 65 ans. Ensuite, l'autre fait intéressant concerne l'obésité. Là aussi, les données du CDC indiquent une augmentation constante de l'obésité aux États-Unis. Et l'on estime aujourd'hui que plus de 40% des hommes présentent une surcharge pondérale et que 30% sont obèses, si bien que seuls 30% des hommes ont un poids normal ou présentent une insuffisance pondérale. Et cette étude menée à la Northwestern University de Chicago révèle qu'aux États-Unis, l'IMC devrait être de 30 d'ici l'année 2020. Et nous savons tous que 30 est le seuil à partir duquel l'OMC considère les individus comme obèses. Ainsi, l'IMC moyen sera de 30 aux États-Unis. Cette même étude indiquait qu'en 2020, plus de 40% de la population des États-Unis sera obèse. Et je sais que les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui vivent aux quatre coins du globe et ce graphique montre que le problème de l'obésité n'est pas propre aux États-Unis, mais qu'il est mondial et que plusieurs pays observent une augmentation plus ou moins rapide du taux d'obésité parmi leur population. Le registre canadien des remplacements articulaires indique que 75% des arthroplasties totales de la hanche et 85% des arthroplasties totales du genou sont effectuées sur des patients en surpoids ou obèses. Donc, il est évident que l'augmentation de l'obésité entraîne une augmentation du nombre d'arthroplasties totales pratiquées actuellement. Ainsi, le vieillissement de la population, tout comme l'augmentation de l'obésité, mais aussi de nombreux autres facteurs que je ne décrirai pas ici, entraînent une augmentation constante du nombre d'arthroplasties totales pratiquées. De plus, de nombreuses études épidémiologiques ont été réalisées ces dernières années pour appuyer ces faits avec des projections. Et ici, nous avons les projections jusqu'à l'an 2030, présentant les résultats d'une étude menée par l'AAOS, c'est-à-dire l'Association américaine des chirurgiens orthopédiques, par l'Académie américaine, et des études basées sur les données de l'échantillon national des patients hospitalisés, ou données NIS. Et comme vous pouvez le constater, l'étude du Dr Kurtz, basée sur les données NIS, indique une augmentation constante des arthroplasties totales primaires et des reprises chirurgicales au cours des 10 dernières années. 2 ans plus tard, l'équipe du Dr Kurtz a publié ses premières prévisions concernant l'augmentation des besoins d'arthroplastie totale et vous pouvez observer l'augmentation exponentielle des besoins d'arthroplastie totale du genou, au point que plus de 3,5 millions de ces interventions devraient être réalisées en 2030 aux États-Unis. Lorsqu'on se penche sur les procédures effectuées par groupe d'âge de la population, nous constatons que c'est parmi les groupes d'âge les plus jeunes que l'augmentation est la plus rapide. En effet, nous proposons de plus en plus souvent une arthroplastie totale aux jeunes patients. Cette procédure est presque devenue routinière. C'est une procédure de 34 minutes et de plus en plus de jeunes patients demandent cette procédure et l'obtiennent. Le Dr Kurtz a également réalisé une étude pour prévoir les besoins des jeunes patients.
et nous pouvons constater une augmentation importante des besoins de prothèses articulaires totales chez les jeunes patients dans les années à venir. Donc, l'augmentation du nombre d'arthroplasties totales, en particulier chez les jeunes patients, entraînera une augmentation des interventions de reprise chirurgicale des arthroplasties, d'autant plus que la durée de vie de nombreux patients est aujourd'hui plus longue que la durée de vie de leurs prothèses, si bien qu'une reprise chirurgicale sera nécessaire. Nous pouvons voir aussi les prévisions concernant la reprise chirurgicale des arthroplasties, et l'on constate ici aussi la forte augmentation des besoins de reprise chirurgicale à l'avenir. Et comme vous le savez, la reprise chirurgicale est une intervention bien plus difficile. Les taux de complications sont bien plus élevés, en particulier les risques d'infection, ce qui nous rapproche du thème d'aujourd'hui. Donc, en nous basant toujours sur l'échantillon national de patients hospitalisés de l'équipe du Dr. Kurtz, nous avons observé une augmentation constante du taux d'infection articulaire périprothétique au cours des dernières années. Il y a peu, le Dr. Kurtz a publié ses prévisions et ses données concernant le taux d'infection articulaire périprothétique dans le Journal of Arthroplasty, qui mettent en lumière cette augmentation exponentielle des infections après arthroplastie totale du genou et de la hanche. Et lorsque l'on considère les coûts, il semble, selon les estimations, que nous dépensons plus de 800 millions de dollars aujourd'hui aux États-Unis pour traiter les patients souffrant d'une infection après arthroplastie totale de la hanche et du genou. Et lorsqu'on regarde les prévisions pour l'an 2020, les estimations indiquent des dépenses de plus de 1,6 milliard de dollars simplement pour traiter les infections après arthroplastie totale de la hanche ou du genou. Ainsi, ils ont décidé d'étudier la situation au cas par cas et ils ont découvert que la différence de coût entre la reprise chirurgicale due pour des raisons aseptiques et la reprise chirurgicale due à une infection s'élève à plus de 60 000 dollars, et ce, sur un seul patient. Bien sûr, en dehors du coût de l'impact économique, les répercussions de l'infection sont très fâcheuses pour le client et se traduisent par de mauvais résultats fonctionnels pour celui-ci. Alors, pourquoi les infections augmentent-elles? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Premièrement, certains résultats ont révélé que 80% des arthroplasties sont effectuées par des chirurgiens qui en font moins de 20 par an. Et c'est un fait bien connu, corroboré par plusieurs études, que le taux de complications est moins élevé dans les établissements où les arthroplasties sont fréquentes et chez les chirurgiens qui effectuent un volume très élevé d'arthroplasties. Ceci semble logique d'ailleurs, puisqu'ils effectuent l'opération plus rapidement en suivant des protocoles établis pour prévenir les infections. Donc, il s'agit de l'une des raisons de l'augmentation du taux d'infection. La deuxième raison, c'est que de plus en plus de patients se font opérer. Auparavant, l'opération était refusée aux patients obèses ou diabétiques. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, l'opération est plus simple, si bien qu'elle est proposée à tout le monde, ou presque. Personne ne se voit refuser une arthroplastie totale. Phil a déjà parlé longuement de l'apparition de bactéries résistantes, et c'est l'une des raisons. Mais la reconnaissance de l'échec joue aussi un rôle, et aussi un meilleur signalement des échecs. Donc, vous devez tous avoir entendu parler du CDC, le Centre de contrôle des maladies, et de ses directives de prévention des infections du site opératoire. Actuellement, dans le monde de la chirurgie orthopédique, nous ressentons tous une certaine frustration vis-à-vis de ces directives qui datent de 1999. Ces directives ne se basent sur aucune donnée clinique, sur aucune étude solide, et elles ne répondent pas aux besoins particuliers de la chirurgie orthopédique ni de chaque spécialité individuelle. Et nous sommes donc heureux de savoir que le CDC travaille à la révision de ces directives depuis plus d'1 an maintenant. Ils examinent toute la documentation existante afin de définir des directives qui seront mieux basées sur les données cliniques et sur les études de haut niveau et qui seront plus spécifiques à chaque spécialité, à la chirurgie orthopédique comme aux autres spécialités. L'étendue du problème aujourd'hui pour chaque événement, et je crois que Julie l'a déjà mentionné précédemment, c'est que le CMS, le Centre de services de Medicare et Medicaid, cherche à changer les choses en qualifiant l'infection articulaire périprothétique comme un autre événement. Cela signifie que si cet événement se produit, l'ensemble des coûts associés à son traitement doivent être assumés par l'hôpital,
l'établissement et celui-ci ne se verra pas remboursé. Si cette mesure est adoptée, elle changera totalement notre approche actuelle de l'arthroplastie totale aux États-Unis. Donc, plusieurs études ont été menées en vue de définir les facteurs de risque des infections articulaires périprothétiques. Par exemple, celle menée en 2008 par le Rothman Institute sur une très grande cohorte, composée de 10 000 patients. Ils se sont penchés sur les facteurs et certains facteurs qui reviennent constamment dans ces études sont les complications des plaies, qui apparaissent comme de très grands facteurs prédisposant des infections articulaires profondes dans le cas des infections articulaires périprothétiques. Malheureusement, les complications des plaies sont très fréquentes après une arthroplastie totale. Elles surviennent dans environ 20% des cas. Elles sont plus fréquentes lors des arthroplasties du genou et dans ce genre de situation, l'un des principaux facteurs de risque provient d'une mauvaise circulation sanguine. Donc, bien entendu, la prévention constitue l'un des outils les plus efficaces pour gérer les complications des plaies. La prévention commence en abordant les facteurs techniques. Je sais que dans le domaine de l'arthroplastie totale, il existe actuellement une forte tendance à recourir à la chirurgie mini-invasive. Mais le problème avec les incisions de petite taille, c'est que votre procédure doit se dérouler à travers cette petite incision, ce qui exerce une forte pression sur les contours de la plaie et compromet la circulation sanguine. Par conséquent, les contours de la plaie sont de mauvaise qualité, ce qui peut entraîner des complications ultérieures au niveau de la plaie. La fermeture des plaies est un autre problème. Certaines études ont révélé que les sutures sous-cuticulaires, par exemple, sont mieux adaptées aux blessures, mieux alimentées en sang. Nous savons tous que les agrafes sont très souvent utilisées après une arthroplastie totale et certaines études ont montré que les agrafes ne favorisent pas la guérison des plaies et peuvent compromettre la qualité du sang. Il sera donc intéressant de découvrir le contenu des nouvelles directives du CDC basées sur les données actuelles. Le drainage prolongé d'une plaie est un facteur prédisposant connu des infections profondes, et nous savons que les plaies nécessitant un drainage excessif peuvent se transformer en infections profondes si elles ne sont pas traitées le plus tôt possible. Les cloques sont également fréquentes dans le service orthopédique. La plupart d'entre elles sont insignifiantes, elles disparaissent d'elles-mêmes, mais parfois elles peuvent être profondes et lorsqu'elles se fissurent, elles peuvent se transformer en facteurs prédisposants d'une infection. Et cela s'est passé dans certains cas. Certaines études ont lié les cloques au type de pansement appliqué, un sujet qui nous rapproche de notre thème du jour. Il est peut-être possible d'éviter les cloques en utilisant des pansements plus doux pour la peau. Parlons donc quelques instants des pansements occlusifs. Des études ont révélé que ces pansements promeuvent une meilleure réépithélialisation et synthèse du collagène que les pansements non occlusifs. De plus, une analyse systématique tenant compte de plus de 100 études a révélé que le taux d'infection est près de 3 fois inférieur lorsqu'un pansement occlusif est utilisé plutôt qu'un pansement non occlusif. Donc ici, vous voyez l'un des pansements sur lequel porte notre discussion d'aujourd'hui, le pansement chirurgical Aquacel AG, actuellement utilisé après les procédures d'arthroplastie totale. Je ne rentrerai pas dans les détails au sujet de ce pansement car Phil en a parlé précédemment, mais il a été conçu afin de ne pas irriter la peau et d'éviter les cloques. De plus, en utilisant ce pansement, la plaie se retrouve totalement isolée de l'environnement extérieur. Cela présente de nombreux avantages, le premier étant d'empêcher les bactéries externes de pénétrer dans la plaie, qu'elles proviennent de la peau même du patient autour de la plaie ou encore du personnel hospitalier ou de l'air. Le second avantage, c'est que nous pouvons autoriser les patients à se doucher directement après la chirurgie, malgré la présence de la plaie. Et cela peut paraître un facteur insignifiant, mais il est un fait très important pour le patient, mais aussi pour nous de maintenir une bonne hygiène autour de lui et de préserver la propreté de son environnement. Enfin, troisième facteur, le fait que la plaie soit totalement isolée du monde extérieur favorise l'hypoxie dans la plaie. Et il a été prouvé que cela est très bénéfique en raison des facteurs induits par l'hypoxie qui sont sécrétés par les cellules et qui ont des propriétés antimicrobiennes. Donc, la présence d'argent dans la plaie est une caractéristique importante et la présence d'argent dans le pansement est l'une des caractéristiques les plus importantes de ce pansement. L'argent est devenu particulièrement populaire ces derniers temps pour les arthroplasties totales et nous savons que certaines équipes travaillent à la conception d'implants enduits d'argent pour les arthroplasties totales de la hanche et du genou afin d'empêcher que ces implants ne s'infectent.
Alors, voici une plaie après une arthroplastie totale du genou. Aquacel est fourni dans un emballage stérile, ce qui permet de l'utiliser dans des conditions stériles dans la salle d'opération, et il est très important de l'appliquer correctement pour qu'il ait un effet optimal. Sa surface doit donc être lisse, sans plissement, afin d'empêcher toute communication avec l'extérieur. Une arthroplastie totale de la hanche est représentée ici. Généralement, nous laissons le pansement en place pendant 5 jours. Il peut être laissé en place pendant 5 à 7 jours, et lorsque vous le retirez, vous devez le retirer délicatement afin de ne pas irriter la peau. Donc, comme l'a dit Phil, cela peut-il fonctionner? Bien sûr que oui. Nous avons vu que cela devrait fonctionner. Cela devrait prévenir les complications des plaies et par là même prévenir les complications plus profondes puisqu'il a été démontré que les complications des plaies constituent un facteur de risque important des infections articulaires périprothétiques. Mais cela fonctionne-t-il vraiment? C'est là que les études scientifiques prennent toute leur importance. Et je vais donc vous présenter 2 de ces études. La première, dans laquelle je suis principalement impliqué, se déroule au Rothman Institute, sous la direction du Dr. Sharkey. Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 1900 patients consécutifs. Un pansement de gaz standard a été utilisé sur le premier groupe et un pansement Aquacel sur le second. Le principal résultat de l'étude concerne les infections articulaires périprothétiques qui se développent dans les 3 mois suivant la chirurgie. Et pour définir ce qu'est une infection articulaire périprothétique, nous avons utilisé les critères d'identification établis par la MSIS, la Société des infections musculo-squelettales, qui a défini des critères uniformes pour diagnostiquer ce type d'infection. Et donc, nos résultats ont révélé une réduction de 80% du taux d'infection articulaire périprothétique. Bien sûr, quand nous avons communiqué ces résultats pour la première fois, beaucoup de personnes nous ont critiqués pour la manière dont nous avons contrôlé tous les facteurs impliqués. Il s'agissait d'une série consécutive. Y avait-il une quelconque évolution dans la pratique? Et ces critiques étaient tout à fait légitimes, car il y avait eu quelques changements dans la pratique au cours des 3 derniers mois de l'étude et que nous n'avions pas contrôlé tous les facteurs. Donc, après avoir constaté ces résultats incroyables, nous voulions obtenir des preuves plus solides. Nous avons donc passé en revue l'ensemble des 1900 fiches médicales pour analyser 35 variables, dont l'âge, l'IMC et les 2 changements de pratique, puis, en utilisant un modèle de régression logistique binaire, nous avons conclu qu'Aquacel était un facteur indépendant dans l'identification d'une baisse du taux d'infection. Malheureusement, cette web-diffusion a été préparée plusieurs semaines à l'avance et nous avons dû envoyer la diapositive alors que nous ne connaissions pas encore les résultats de cette analyse. Mais je peux vous assurer que le modèle d'analyse multivarié indiquait vraiment qu'Aquacel était un facteur indépendant dans la réduction du taux d'infection. L'autre étude que je souhaite présenter a été conduite par le Dr. Brian Springer de Ortho Carolina. Il s'agit d'une étude prospective randomisée de premier niveau qui devrait porter sur 300 patients. Ces patients sont sélectionnés de manière aléatoire pour recevoir un pansement Aquacel ou un pansement ordinaire. Le principal indicateur de résultat concerne la condition de la peau, et le Dr. Springer a eu l'amabilité de partager ses résultats préliminaires à mi-chemin de son étude. Ils ont déjà recruté plus de 150 patients et ils ont déjà observé un déclin statistiquement significatif de l'incidence des complications des plaies, ces dernières comprenant les cloques, les problèmes de guérison des plaies et le drainage prolongé, ainsi qu'un déclin significatif du besoin de changer les pansements. Ils ont également noté une hausse du degré de satisfaction des patients. Le dernier ensemble de résultats que je souhaite présenter concerne une expérience clinique du Dr. Kudrna du North Shore Hospital dans l'Illinois sur l'utilisation du pansement Aquacel après une arthroplastie totale de la hanche. Cette étude a observé un déclin du nombre d'infections du site opératoire, de cloques et de changements de pansement en comparaison avec les pansements ordinaires. Mais, plus important encore, elle a révélé qu'après un usage du pansement Aquacel, il n'a jamais été une fois nécessaire de repousser la sortie d'hôpital d'un patient en raison d'une complication des plaies. Donc, pour conclure, l'incidence des infections articulaires périprothétiques devrait augmenter et devrait même augmenter de manière exponentielle. Ces infections constituent déjà un lourd fardeau économique pesant sur les ressources de santé et ce fardeau devrait lui aussi devenir colossal dans les années à venir.
Le meilleur moyen de prévenir les infections articulaires périprothétiques, le meilleur moyen de les traiter, c'est par la prévention et par l'action contre les complications des plaies, l'un des principaux facteurs prédisposants des infections profondes, et il a été prouvé que le pansement Aquacel prévient les infections articulaires périprothétiques. Alors, cela peut-il fonctionner? On peut répéter qu'après une arthroplastie totale, cela semble être particulièrement efficace. Merci. Bon, alors les présentations didactiques se terminent à présent et c'est maintenant que les choses vont devenir plus amusantes. Nous allons maintenant élargir la discussion aux membres du public pour notre séance de questions et réponses en direct. Pour les personnes qui participent à notre webdiffusion à distance, veuillez saisir votre question dans l'encadré prévu à cet effet en bas de l'écran de votre ordinateur. Je promets que je ferai de mon mieux pour orienter chaque question aux membres du panel qui pourra mieux y répondre, mais j'encourage chaque membre du panel à contribuer à chaque réponse et à s'exprimer pour que le public puisse tirer profit de la mine de connaissances et d'expériences rassemblées aussi aujourd'hui. Je vais donc maintenant élargir le débat et je vais recevoir la première question. Et cette première question est... Je vais l'envoyer à Julie. Étant donné que la loi sur la réforme des soins de santé est l'une des principales motivations pour combattre les infections liées aux soins et qu'elle établit des amendes pour les hôpitaux, quelles répercussions les élections américaines pourraient-elles avoir sur ces efforts? Vous n'êtes pas obligé de révéler pour qui vous allez voter. Si le président Obama est réélu, ces programmes vont-ils progressivement disparaître? Et cette question nous provient d'une personne vivant aux États-Unis. Je commencerai ma réponse en précisant qu'il est très rare qu'un sujet ne soit pas sensible ou polémique sur le plan politique aux États-Unis. La seule exception étant peut-être ce sujet-là. Je pense que, quels que soient les résultats des élections à la Maison-Blanche et la majorité élue au Congrès, ces problèmes sont très vivaces et transcenderont complètement les différences politiques. Vous savez, l'augmentation des dépenses de santé et le lien entre ces infections et l'augmentation sensible de ces dépenses est un problème qui doit être résolu et qui préoccupe chaque parti politique, qu'il soit ou non au pouvoir. Je pense donc que, quel que soit le gagnant des élections de novembre, ces programmes continueront d'exister, de se concentrer sur les critères de réadmission, de se concentrer sur le contrôle des infections et sur les amendes qui seront appliquées. Bien, merci. Dr. Monstray, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous utilisez les pansements à base d'argent Aquacel sur tous les types de brûlures ou cela dépend-il du type de patient ou du type de brûlure? Comment décidez-vous de la nécessité d'utiliser ce pansement? Je dois dire qu'il s'agit d'une bonne question car, comme je l'ai précisé au début, nous étions très satisfaits du pansement simple Aquacel. Nous nous demandions donc s'il était réellement nécessaire, à chaque fois que nous devions traiter une brûlure, d'utiliser Aquacel AG à base d'argent. Et je dois dire, bien que nous ayons vu peu de complications infectieuses avec Aquacel, je pense qu'aujourd'hui, comme vous ne pouvez pas vous permettre une seule infection, il est préférable, et nous le faisons aussi pour des raisons juridiques, il est préférable d'appliquer Aquacel AG sur chaque brûlure, et c'est ce que nous faisons. Bien, merci. Merci, Dr. Monstray. La prochaine question est pour le Dr. Karam. La voilà. De façon spécifique, quelles sont les variables pouvant contribuer au MST?
Comment peuvent-elles être contrôlées et éliminées en tant que facteur causal? Vous faites référence à 35 variables auxquelles vous vous êtes intéressé. Pouvez-vous nous expliquer la méthode employée pour cela, l'approche mise en place pour chacune? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, nous avons passé en revue l'ensemble des 1900 graphiques en s'intéressant jusqu'à environ 37 variables, je crois. Et toutes les variables étaient incorporées dans un modèle de régression logistique. Et comme vous le savez, il s'agit d'un modèle progressif, ce qui signifie qu'il faut continuer à éliminer des facteurs afin d'isoler ceux qui contribueront vraiment au résultat, en l'occurrence l'infection périprothétique articulaire aiguë. Nous avons essayé plusieurs modèles et parmi l'ensemble des modèles, le pansement Aquacel reste un facteur très significatif, avec des valeurs P d'une moyenne de 0,01 à 0,02. Bien sûr, d'autres facteurs étaient impliqués, pour lesquels il a été démontré qu'ils avaient un effet sur les taux d'infection, comme la maladie de la thyroïde ou l'âge ou le score ASA. Mais le pansement Aquacel a également été démontré être un facteur significatif ayant un effet sur les taux d'infection. Alors, Phil, une question pour vous. Vous avez effectué de nombreuses études, travaillé sur de nombreux sujets différents, efficacité relative, essais contrôlés aléatoires. Quel est votre point de vue sur cette étude impliquant tant de variables? Votre expérience est-elle plus ou moins similaire ou aimeriez-vous apporter quelque chose de nouveau sur ce sujet? C'est une question qui doit être étudiée en détail et je pense qu'un expert comme vous nous aurions sérieusement intérêt à entendre votre point de vue. Eh bien, je pense que les études avec tant de variables sont courantes. Je pense que c'est là que l'expérimentation scientifique joue un rôle primordial. Une fois encore, si vous regardez les études microbiologiques sur les plaies, les variabilités de microbiologie seules sont tellement importantes que leur pertinence, quelle est la valeur des données que vous allez générer? Je pense donc que le bénéfice existe, évidemment, pour les études cliniques, mais aussi pour les études scientifiques. Les études scientifiques sont réalisées au sein d'un environnement beaucoup plus contrôlé dans lequel vous pouvez comparer directement un soin, un pansement avec un autre, dans des conditions extrêmement contrôlées qui ne peuvent pas toujours être réalisables dans un contexte clinique. Bien. Merci. Julie, j'ai une autre question pour vous. Vous avez beaucoup parlé d'infections nosocomiales. Ces politiques se développent-elles, ont-elles un impact sur d'autres établissements de soins, tels que les foyers de soins, les cabinets de médecins, les cliniques et autres établissements de soins? Si c'est le cas, quand pensez-vous qu'elles seront mises en place? Je pense que nous pouvons nous attendre à ce qu'elles soient bientôt présentées. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés de manière significative sur les hôpitaux et les mesures spécifiques qu'ils doivent mettre en place sous peine de sanctions. Aux États-Unis, jusqu'à présent, de nombreux travaux ont été effectués portant sur les directives à suivre et fournissant des ressources à d'autres types d'établissements de soins de santé concernant la manière de contrôler et de prévenir les taux d'infection. Mais je pense que cela prend un caractère transcendant à travers les différents types de structures de soins de santé. Une fois encore, cette problématique sur la manière de contrôler les dépenses de soins de santé et la reconnaissance de ces infections pouvant être prévenues, par nature en font une cible. Je m'attends donc à ce que nous les présentions dans un futur proche. Mais un grand nombre des programmes dont nous sommes en train de parler, qui se passent au niveau hospitalier, sont quasi nouveaux. Certains d'entre eux viennent d'être mis en place. Je pense donc que cela prendra du temps. D'accord. Alors, Phil, vous avez un certain recul sur cette question et cela nous vient de Mexico. La question étant, quelles sont les bactéries les plus fréquentes dans les plaies? Et sentez-vous libre de vous diriger et de naviguer dans les limites de ce sujet comme bon vous semble. Eh bien, cela dépend de quel type de plaie nous parlons, bien sûr, et cela dépend de quelle technique vous utilisez. Concernant les plaies chroniques, il existe un grand nombre de différents types d'organismes auxquels j'ai fait référence au cours de la présentation. La bactérie fréquente, évidemment, Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus, beaucoup d'anaérobies. Nous avons publié beaucoup de travaux sur les bactéries anaérobies dans les plaies et dans de nombreux exemples, elles sont plus nombreuses que le nombre de bactéries aérobies.
Donc, les organismes tels que les bactéroïdes et aussi les clostridia sont également très fréquents dans les plaies chirurgicales. Concernant les plaies aiguës, donc, ce sont les staphylocoques qui sont généralement le plus problématiques. Mais comme je le dis, il s'agit de la technique que vous utilisez. En laboratoire, si vous utilisez les techniques microbiologiques traditionnelles, vous pouvez retirer 5 ou 6 organismes différents d'une plaie chronique. Mais si vous utilisez les techniques moléculaires, vous pouvez retirer 16 jusqu'à 20 différents types d'organismes. Dr. Monstré, comment utilise-t-on la vaseline pour retirer Aquacel âgé et doit-il être appliqué dessus ou dessous le pansement? En effet, pour commencer, je dirais que chez certains patients, après 2 semaines, lorsque l'Aquacel est toujours présent sur la plaie, même si la plaie est guérie en dessous, il arrive qu'il s'enlève de lui-même, mais d'autres fois, il est nécessaire de le retirer. Et spécifiquement concernant l'exemple que j'ai montré dans lequel nous nous intéressons au cas d'un jeune enfant, nous avons essayé différentes choses pour faciliter le retrait et nous avons appliqué la vaseline au-dessus de l'Aquacel et nous avons apposé quelques couches, souvent même le jour précédent le retrait programmé du pansement. Et après avoir apposé 1 ou 2 couches de vaseline, le pansement peut facilement, il se ramollit et il peut facilement être retiré sans problème particulier. Mais nous l'avons appliqué par-dessus. D'accord, voici une question de suivi pour vous. Dans votre présentation, vous avez montré un cas de plaie suite à une brûlure de la tête. De quel type de pansement s'agissait-il? Il est souvent difficile de panser une main. Comment avez-vous fait pour que le pansement prenne la forme de la main? Il s'agit donc de 2 questions. Quel type de pansement pour la plaie suite à une brûlure à la tête? Et comment faire pour que le pansement prenne la forme de la main? Bien. Concernant le premier pansement, je dois en effet dire que l'Aquacel âgé est notre pansement favori pour tous les types de brûlures au second degré. Mais comme pour l'enfant avec la brûlure sur le visage, il est dans ce cas assez difficile à appliquer. Et je dois dire que, et nous considérons cela comme un autre argument en faveur de l'Aquacel âgé, dans le cas de cet enfant, nous avons appliqué un pansement hydrocolloïdal dans lequel nous avons même mélangé un peu d'iode, de la bétadine. Pourtant, l'infection ne disparaissait pas complètement. Et la deuxième partie de la question, à propos des pansements sur la main, comment c'était de les mettre sur la main? Avez-vous utilisé quelque chose d'autre pour sécuriser leur application sur la main? Y avait-il un autre pansement par-dessus? Généralement, nous ne faisions qu'appliquer, comme sur toutes les autres plaies correspondant à des brûlures, l'Aquacel âgé par-dessus la zone brûlée. Mais spécialement après 10 jours, après que cela est séché, une croûte plutôt immobile se formait qui les empêchait de bouger correctement leurs mains. Et concernant même si nous n'avons qu'une expérience limitée de l'Aquacel âgé Burn, celui-ci a une structure différente. Et en effet, lorsque nous l'appliquons sur les genoux ou sur des régions proches du coude ou même, c'est très pratique. Les gants, il vous suffit de mettre une main à l'intérieur, ce qui permet de couvrir la plaie dans son ensemble, et en même temps, du début à la fin, ils sont capables de bouger leurs mains, ce qui est un avantage considérable. Merci. Dr. Karam, nous avons une nouvelle question pour vous. Pour la plupart des incisions chirurgicales, combien de temps est-ce que le pansement Aquacel peut rester en place sans avoir à être changé? Alors, le Dr. Sharkey le laisse durant 5 jours et d'après l'expérience d'autres chirurgiens, il le laisse généralement de 5 à 7 jours. Et je vais répondre à la question au sujet de quand le changer. Quand le changez-vous s'il doit être changé à l'étage? Y a-t-il un protocole différent que celui indiqué, la saturation, utilisé par les infirmières? Lorsque ça s'approche des bords dans votre hôpital, ils le changent, c'est bien ça? Oui, mais généralement, les patients ils ne sont plus sur l'étage parce qu'après le remplacement total d'une articulation, ils ne sont à l'hôpital que pour 2 jours. Du coup, que ce soit à la clinique ou avec une infirmière à domicile, le pansement peut être retiré. Alors, lors de la transition depuis les établissements de soins aigus vers la maison, des instructions leur sont données pour le retirer au bout de 5 jours? Oui.
Au cas où ils sont envoyés, par exemple, dans un centre de réadaptation, nous savons que certains centres suivent des protocoles qui leur font changer le pansement après 48 heures ou même 24 heures. Cela veut dire qu'on les envoie avec des instructions très claires de ne pas remplacer le pansement Aquacel avant 5 jours. D'accord, merci. Bien. Phil, comment peut-on diagnostiquer un biofilm au sein de plaies chroniques dans un contexte clinique et dans un contexte de laboratoire? Je sais que cela ne faisait pas partie de votre sujet aujourd'hui, mais il semble qu'il y ait de plus en plus de questions à ce sujet. Alors, pouvez-vous nous éclairer? Oui, d'accord. Il existe certainement un débat important autour du biofilm aujourd'hui concernant le rôle du biofilm dans la guérison des plaies et si vous pouvez de fait visualiser ou non un biofilm dans une plaie. Bien sûr, le biofilm est en fait produit par la bactérie qui colonise la plaie. Cela signifie que ces tissus ne font pas partie de l'hôte. Et si vous documentez le cycle de vie du développement d'un biofilm, vous vous rendrez évidemment compte que les micro-organismes sont microscopiques. Ils s'attachent à une surface, ils commencent à sécréter du biofilm, et si cette croissance n'est pas entravée d'une manière ou d'une autre, alors la colonie microscopique évoluera vers une communauté macroscopique, visible à l'œil nu. Le biofilm peut donc être visualisé. Cependant, il existe beaucoup de facteurs dans les plaies qui empêchent d'observer facilement le biofilm. S'il s'agissait par exemple d'une plaie aiguë non guérissante, où il pourrait y avoir un éclat translucide clair sur le film, il y a de grandes chances qu'il s'agisse de biofilm. S'agissant de plaies chroniques plus complexes pour lesquelles vous trouvez de nombreux types de tissus et de couleurs différentes dans la plaie, c'est alors beaucoup plus difficile. Alors, comment identifiez-vous cela? Cela nécessite probablement d'avoir un œil habitué. Biofilm, certainement un biofilm dans la bouche, en guise d'exemple. Les bactéries sur les dents produisent de la plaque dentaire. Il s'agit de biofilm et des agents révélateurs sont utilisés pour montrer la plaque dentaire. Idéalement, un agent de telle sorte pour les plaies devrait apporter un bénéfice en termes de meilleure visualisation. Dans un laboratoire, on trouve du matériel plus sophistiqué. On utilise généralement encore la microscopie, du matériel de microscopie assez sophistiqué qui est utilisé pour confirmer que le biofilm est de fait présent. Bien, merci. Donc, ça veut dire que cette question va... Nous allons utiliser notre tableau ici, et je vais commencer avec... Cela nous vient des États-Unis, mais quelle est la solution? Quelle est la solution préventative à la prévention des infections de plaies? Alors, Phil, pouvons-nous débuter avec vous? Quelle est la solution pour prévenir les infections de plaies? Vous pouvez commencer in vitro, si vous le souhaitez. Oui, je pense que j'ai en partie répondu à cette question aujourd'hui. En général, bien sûr, il s'agit de bien prendre soin des plaies. Il ne s'agit donc pas simplement d'appliquer un pansement antimicrobien sur une plaie et de penser que ce pansement va prévenir l'infection, spécifiquement lorsqu'il s'agit d'une plaie chronique. Le protocole de soins est donc très important. Identification du biofilm, retrait du tissu dévitalisé, nettoyage de la plaie autant que possible et enfin, application d'un pansement approprié. Cela peut être un pansement antimicrobien ou pas, mais je pense que nous avons là un protocole d'approche de soins permettant de minimiser les chances d'infection. Mais il y a également beaucoup d'autres facteurs qui peuvent exercer leur influence. Cela signifie donc que si un individu est immunodéficient, le risque d'infection est beaucoup plus important, bien sûr. Et certains organismes sont particulièrement virulents et peuvent rapidement être la cause d'infection. Une fois de plus, il s'agit d'une situation où de nombreux facteurs peuvent avoir une influence, mais je pense qu'un bon protocole de soins est un bon début. Dr. Salmon, comment allez-vous? J'ai une question pour Phil. Concernant les plaques de gélose que vous avez montrées avec la zone d'inhibition ou la zone de compensation, le pansement s'ajustait-il exactement à cela ou y avait-il une sorte de compensation circonférentielle autour du pansement, comme c'est le cas avec un disque antibiotique? Et est-ce que l'argent pénètre profondément dans la gélose et pénètre-t-il latéralement également? Oui. En fait, oui, les expérimentations que j'ai montrées ici
ne concernait pas nécessairement les zones d'inhibition, mais certainement, si vous placez un morceau d'aquacelle âgé sur une plaque à surface inoculée, vous obtiendrez une zone. Vous obtiendrez une zone l'entourant. Il n'y aura alors pas de croissance sous le pansement et vous aurez une zone d'inhibition étendue. Cela dépend du type d'organisme, bien sûr, et comme les disques de susceptibilité antibiotique, vous savez, les zones varient selon le type d'organisme en fonction d'un antibiotique particulier, et vous verrez la même chose avec un pansement tel que aquacelle âgé. Donc, si vous le placez sur la plaque, oui, comme vous le feriez avec un disque antibiotique, alors vous constaterez une zone d'inhibition. Et votre seconde... Oui, je voulais seulement savoir si le pansement était plus petit que la zone que nous avons vue. Le pansement que vous avez placé sur la plaque était plus petit, ce qui signifie que nous étions en train de voir la zone située dessous le pansement, en plus de la zone d'inhibition. Non, vous n'avez pas vu la zone d'inhibition dans ce cas, dans ce modèle particulier, mais votre second point était le pansement qui tuait la bactérie à l'intérieur de cette couche. Cela veut-il dire qu'il pénétrait jusqu'à un certain degré? Et de fait, oui. Merci. Je pense que nous avons une autre question de l'auditoire. Docteur Dysart. Dr. Karam, beaucoup de nos nouvelles technologies doivent passer à travers des comités d'analyse de la valeur ici aux États-Unis. Êtes-vous intéressé au modèle économique en ce qui concerne le pansement aquacelle âgé que vous utilisez? Il semble assez crédible pour la réduction des heures de travail du personnel infirmier en termes de gestion des pansements, mais concernant l'aspect économique réel, avez-vous examiné cette question? À travers notre étude avec le Dr. Sharkey, nous n'avons pas encore vraiment regardé les implications économiques dans les détails, mais je sais que d'autres études ont montré une tendance à la diminution des changements de pansement, et bien évidemment, ceci est à soustraire au travail des infirmières, mais la principale implication économique est liée à la prévention des infections. Et comme je l'ai démontré, le coût des infections est énorme. Donc, je pense que la principale implication économique consiste à réduire le nombre d'infections et à éviter toutes ces dépenses consacrées au traitement des infections d'articulation. Encore une question de l'auditoire? D'un point de vue clinique, lorsque nous utilisons ces pansements, c'est pour les patients ayant au moins un minimum d'exsudat. Alors, en ce qui concerne le modèle in vitro, lorsque vous mettez le pansement directement sur la gélose, pensez-vous que, puisque certains de ces pansements ont besoin d'hydratation ou d'exsudat pour, je pense, être pleinement efficaces, pensez-vous qu'avoir mis une couche plus fine de sérum ou de liquide de type sérum aurait possiblement fait une petite différence vis-à-vis de l'inhibition de la croissance bactérienne? Effectivement, c'est un point de vue intéressant. Pour tout pansement contenant un agent antimicrobien, le pansement doit être... Il est certain que les pansements d'argent doivent être hydratés pour que les ions d'argent soient efficaces. Dans le modèle avec la gélose que nous utilisons, la majorité de la composition est l'eau, 98% d'eau. Et nous nous sommes intéressés à cela avant l'expérimentation parce que l'eau contenue dans la gélose est suffisante pour hydrater complètement le pansement afin d'activer l'argent. Merci. D'autres questions de la part de notre auditoire? Oui? Pouvons-nous donner le microphone à ce jeune homme? Oui, merci. Merci pour ces présentations intéressantes. Une question à propos de l'infection des plaies. Je pense que de nombreux cas que vous avez présentés ici concernent les plaies aiguës. Alors, du point de vue des plaies chroniques et en se référant au continuum de la charge bactérienne depuis la contamination, la colonisation critique jusqu'à l'infection de la plaie, je me demande si le groupe d'intervenants peut apporter des commentaires sur les causes ou l'efficacité de l'utilisation d'argent à la sorte d'étape de précolonisation par rapport au traitement actuel de l'infection de la plaie. Parce que j'ai entendu que peut-être, si vous utilisez un pansement d'argent un peu avant, il est possible de prévenir l'infection et d'économiser de l'argent. Donc, du point de vue d'une plaie chronique, pour de nombreuses plaies qui sont déjà colonisées, devons-nous attendre jusqu'à ce que nous voyions des signes évidents d'infection ou bien devons-nous rapidement utiliser des pansements d'argent? Je pense, professeur Bowler, que cette question vous est destinée. Oui. Dans ma présentation, j'ai effectivement parlé des propriétés physiques des pansements
pouvant aider à contrôler les infections. Et je pense que c'est un aspect qui doit être pris en compte dès le début. Cela signifie que si une plaie est simplement colonisée et qu'il ne semble pas qu'il y ait quelques risques d'infection importants que ce soit, alors il se peut qu'il soit inapproprié de considérer l'utilisation d'un pansement d'argent. Donc, un pansement hydrofibre tel que Aquacel seul, pouvant absorber un exsudat, une bactérie, et pouvant immobiliser la bactérie dans le pansement, peut être suffisant pour une plaie colonisée. Je pense que s'il y a un risque clinique qu'une plaie développe une infection, alors il me semble primordial d'utiliser un pansement antimicrobien approprié pour, une fois encore, comme je l'ai dit lors de ma présentation, contrôler la charge microbienne et stopper sa progression vers un état où elle a de grandes chances de devenir infectieuse. Je suis d'accord. Je dirais que nous utilisons principalement Aquacel AG pour prévenir la colonisation critique. Et nous avons tendance à penser que, spécialement lors d'une colonisation critique et d'une plaie infectée, que peut-être à ce moment-là, les pansements d'argent peuvent ne pas être la meilleure route à suivre. Je vois plutôt cela dans la prévention de la colonisation critique, plutôt que lorsque vous avez une colonisation critique ou une infection, de commencer le traitement de la plaie à ce moment-là. Merci. Nous allons malheureusement devoir mettre fin à cette séance. Ce sera le mot de la fin de notre séance en direct de questions-réponses. De la part de Convatec, merci à tous les intervenants pour nous avoir donné de votre temps et de votre expertise afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension sur la façon de relever les défis des infections de plaies. Et merci à notre auditoire de Washington, D.C., ici, ainsi qu'aux participants du monde entier aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin de notre webdiffusion. Merci. It's not on. Okay, we're gonna take a 15-minute bio break, and then we're gonna come back for a open question and answer discussion with the panel. So 15 minutes. It's 5 to 3, so let's be back in by 3:10.